Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième épisode de la saison d'Overtime NHL. Vous le voyez avec moi, Stéphane Rochette. Salut Steph. Salut Joe. Bonsoir. Bon début de soirée à tout le monde, pour ceux qui nous écoutent en live. Très heureux de te retrouver sur ce Overtime NHL. Tu vas venir faire ton tour tout au long de la saison. Pas très sorteux. Donc, On aura également un invité un peu plus tard. Merci à tous ceux qui ont écouté notre dernier live ou regardé notre dernier live avec Claude Julien. J'ai eu beaucoup de messages en privé, beaucoup de messages également sur nos différentes plateformes. Plusieurs personnes ont apprécié cet entretien avec Claude Julien. On va essayer d'en faire d'autres avec d'autres personnalités de NHL au cours de la saison. Ce soir aussi, on a un invité. On va le voir un peu plus tard. On va parler évidemment des joueurs suisses, leur été, parce que j'en ai pas parlé avec Claude Julien, donc on va en profiter pour parler de l'été des joueurs suisses qui évoluent du côté de la NHL tout au long de l'émission. Je vous rappelle également qu'Overtime NHL est rediffusé sur YouTube et sur nos plateformes audio, Spotify, SoundCloud et Apple Podcast un peu plus tard dans la soirée ou demain matin. Stéphane, on ne tardera pas plus avant de l'accueillir. C'est le journaliste de NNH.com qu'on a découvert la saison dernière sur Overtime NHL, qui est de retour, Nicolas Ducharme. Salut Nicolas. Hey, bonjour Jonathan, bonjour Stéphane. Salut. Très heureux de te retrouver également pour la saison 2 d'Overtime NHL. J'avais d'ailleurs eu beaucoup de messages qui appréciaient, des fans qui appréciaient ton passage sur notre émission. Donc très heureux de te retrouver encore cette année. Je suis vraiment content d'être de retour. Tu vas être notre bibliothèque, notre encyclopédie. Si on ne sait pas quelque chose, on dit lui, là, c'est sûr. Voilà. Je suis le lien transatlantique. Exactement. Surtout avec tes références parfois un peu douteuses. Ah ben ça, écoute... Douteuses pour moi parce que je n'étais pas né. Steph te comprend mieux que moi avec tes références. Douteuse pour ton public parce que, je veux dire, nous, on se comprend du Québec, là, mais parfois, on doit en perdre 2-3 de ton côté. Bon, Nick, tu as certainement bien recommencé le boulot. L'été a été court pour la NHL, pour toi également. La finale de la Coupe Stanley qui a fini très tard. Et ensuite, se sont enchaînés le repêchage, la journée, l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Et déjà, les camps d'entraînement en sont à leur deuxième semaine. Donc, les équipes qui vont commencer là, à y aller de coupure pour arriver dans une semaine et demie là, au premier match de la saison. Nick, beaucoup de travail évidemment. Nous, on va se concentrer sur les joueurs suisses. Les camps d'entraînement, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais on a la chance en Suisse, par contre, d'avoir un match préparatoire dans le Global Series de la Ligue nationale. Qui sera commenté par nous deux, d'ailleurs. J'allais dire très bien, mais par nous deux. À la québécoise, j'espère, Nick, que tu vas regarder MySports. Je vais tenter de vous attraper les deux. Mais quand même, un match, donc retour de Roman Josi à Berne. Et il y aura également Nino Niederreiter du côté des Prédateurs de Nashville qui vont affronter le CP Berne. Nick, c'est quand même une belle vitrine pour la NHL de venir en Europe. Ça fait plusieurs saisons d'ailleurs qu'ils le font. Et tout ça va mener au premier match de l'année qui sera en Europe. Oui, ben la LNH voulait vraiment veut faire une expansion de visibilité, si je peux dire, du côté de l'Europe. Ça fait quelques années. Bien évidemment, la COVID a tout fait dérailler ça pendant quelques années. Là. On n'est pas sorti de chez nous, là, comme on dit. Là. Mais justement, là, puis je pense que c'est parfait d'envoyer les Predators du côté de la Suisse avec Roman Josi, avec Nino Niederreiter en plus. On peut difficilement demander mieux comme équipe. Puis comme tu dis, là, on va avoir finalement le match de la série globale. Donc, une série, un camp d'entraînement pour les deux équipes qui vont s'affronter. Je pense que c'est très intéressant. Puis c'est le début de plusieurs choses qui s'en viennent dans les prochaines années pour la LNH là, dans cet objectif-là d'améliorer la présence là, en Europe là, de la part de la Ligue. D'ailleurs, la Ligue qui organise des matchs à heure européenne tous les week-ends pour évidemment permettre à certains joueurs européens, certaines stars européennes d'être vus ici en Europe aussi. Nous, on en commande de ces matchs-là. Et Stéphane, il y a 2-3 ans, lorsque Philadelphie était venu à Lausanne, c'était l'année de l'ouverture là, de la Vaudoise Arena, il n'y avait malheureusement pas de joueurs suisses dans l'équipe des Flyers de Philadelphie. Non. Par contre, là, tu as la grande vedette suisse qui est Roman Josi. Et en plus, Nino Niederreiter, tu as deux des joueurs les plus populaires
qui vont être du côté de Berne. Ça, ça va être... Écoutez, Roman Josi est attendu comme un messie. Hein? Je veux dire, c'est là, probablement, on va en discuter plus tard, mais peut-être le meilleur joueur suisse de l'histoire. En tout cas, un top 3, certainement. Et il a marqué les esprits parce qu'il a joué tout jeune à Berne. Les gens l'ont vu évoluer, l'ont vu grandir. Et évidemment, c'est le petit gars de la place. Et puis, c'est l'enfant du pays. C'est l'enfant qui revient au pays. Hein? C'est ça. Et Nino Niederreiter, c'est un Suisse, oui, mais c'est un gars de l'autre côté de la Suisse, de quoi, qui est parti très, très tôt comparativement à Josi. Donc, c'est un peu moins... pas intéressant, mais il y a moins d'affinité avec Nino Niederreiter. Par contre, Josi, son papa habite toujours la région, près son club et tout, donc ça va être tout un événement là, du côté de Berne. Parce que si je ne me trompe pas, au moment où Niederreiter a été drafté 5e au total par les Rangers de New York, ça devenait le joueur suisse le mieux drafté avant Nico Hischier, qui l'a détrôné ensuite en étant le premier au total. Ouais. C'est vraiment là qui est parti un peu la légende Nino Niederreiter, également aussi avec ce qu'il fait avec l'équipe nationale. C'est surtout là qu'il est le plus connu. C'est un match qu'on va voir donc lundi le 3 octobre à compter de 20h sur MySports 1. On y sera, Stéphane et moi, pour la description de ce match, pour les commentaires. Il y aura également sur place notre collègue Pascal Eberhard pour les entrevues que vous pourrez voir évidemment sur nos différentes plateformes un peu plus tard dans la soirée. Donc vraiment, c'est un match à voir. Nashville n'a qu'à bien se tenir, parce que je vous rappellerai que Philadelphie s'était fait battre avec presque tous les joueurs réguliers, avait perdu contre Lausanne. Mais là, ça... à l'époque où Lausanne allait très bien. Non, parce que ça va plus moins bien. Momentanément, Nick, de ce côté-ci de l'Atlantique en Suisse romande, il y a un petit drame autour de Lausanne Hockey Club actuellement qui ne va pas trop. Okay. À 2 défaites de suite, là, ça va. Voilà. On recommence voilà, tout est à revoir. Mais j'ai suivi récemment. C'est Berne qui a perdu contre Ajoie? Oui. Ouais. T'es au courant de ton hockey suisse quand même, Nick? Je suis le plus possible le hockey, surtout à Ajoie. Je connais au moins un joueur là, du côté d'Ajoie. Et d'ailleurs, celui qui a marqué le but gagnant, c'est un joueur que tu connais très bien, Guillaume Asselin. Guillaume Asselin, exactement, là, qui a joué ici à Trois-Rivières où j'ai résidé, où j'ai resté, j'ai travaillé. Toi aussi, Jonathan. Donc, ben oui, c'est ça. Donc, c'est ma porte d'entrée vers le hockey suisse. Puis, bon, t'es l'autre. Donc, c'est ma façon de rester. Mais oui, je suis un peu ça. Je fais mon possible. Donc, messieurs, on va en parler de Roman Josi. On parlait des Prédateurs de Nashville. Quand j'ai fait le post ce matin annonçant l'émission de ce soir, il a commencé à avoir une grosse discussion sur sur Twitter en commentaire de notre post parce qu'on allait parler des joueurs suisses d'NHL. Et il y a Quentin qui a posé comme question, est-ce que Roman Josi est le meilleur Suisse de l'histoire? Est-ce qu'il a devancé Mark Streit? Oui. Je pense que c'est unanime, messieurs. Attends, quand tu as un compétiteur, un gars qui peut gagner le Norris à tous les ans, qui est dans les meilleurs défenseurs de la planète, année après année, de la NHL, donc de la planète, il n'y a aucune... Mark Streit a eu une belle carrière, donc beaucoup plus tardive déjà. Je rappellerai que quand il est arrivé à Montréal, il a joué à l'avant pendant 2 ans, je pense, à Guy Carbonneau. Ensuite, on l'a mis en arrière, puis il a fait une saison de 60 points avant de signer avec les Islanders. Et là, c'est là que sa carrière a pris son envol beaucoup plus tard que celle de Josi. Et je pense que c'est pas comparable. Mark Streit a été capitaine, a été un bon joueur, mais il n'y a pas du tout l'envergure d'un Roman Josi. Ben c'est ça, Nick. Même sur la couverture, là, Roman Josi, il ne joue pas dans un marché qui le met à son avantage. Nashville, c'est un tout petit marché qui rayonne très peu dans la Ligue nationale, mais même en Amérique du Nord, c'est un gars qui a une énorme... qui est considéré comme une vedette de la NHL. Alors que Mark Streit a joué dans des gros marchés, a joué avec les Islanders de New York et le Canadien de Montréal, les Flyers de Philadelphie, dans des plus gros marchés, mais reste qu'il était moins considéré comme l'élite. C'est un très bon joueur, mais c'était pas l'élite. Ouais, ben je veux dire, il n'y a pas de comparaison à faire. Honnêtement, Mark Streit, belle carrière, honnête, et sorti un peu de nulle part parce qu'on ne l'attendait pas, donc vraiment a réussi à repousser toutes les limites et tout le potentiel qu'on lui croyait à repousser ça. Mais Roman Josi, je veux juste mettre ça en perspective. La saison que vient de connaître Roman Josi, 96 points. Incroyable. C'est la meilleure saison pour un défenseur de la LNH depuis le début des années 90. Là, on parle de 1992, si je ne me trompe pas. À l'époque où il y avait des matchs de 8 à 5, 4 fois par semaine. C'est ça, c'est Paul Coffey, c'est ces années-là. C'est historique. La performance de Roman Josi l'année dernière, elle est historique. On ne parle pas présentement d'un des meilleurs défenseurs suisses. On parle d'un des 2 meilleurs défenseur de la planète. Avec Kel Makar. C'est Makar qui a gagné le Norris. Mon vote est allé à Josi. Donc, pour vous donner une idée,
je veux dire, la carrière de Roman Josi pourrait s'arrêter maintenant et ce serait quand même le meilleur joueur de l'histoire de la Suisse, sans conteste. Il n'y a pas de débat. Là. Je suis désolé, là, mais il n'y a pas de débat. C'est pas proche. C'est un joueur phénoménal, Roman Josi. Jonathan, tu parlais de la taille du marché. Nashville, je ne veux pas dire petit marché parce que c'est un marché qui, malgré sa taille, rayonne énormément. Ouais. C'est un marché qui est très amusant pour les joueurs. J'ai visité Nashville, j'y ai été. Il y a vraiment excusez-moi l'expression, mais il y a un buzz autour des Predators là-bas. C'est pas une ville qui a 4 équipes de sport non plus. Il y en a 2. Il y a le football, les Titans de la NFL et il y a les Predators. Les Predators d'Arena, il est centre-ville, downtown, sur Broadway, parce que ça s'appelle Broadway aussi, la rue principale. Il y a toujours une rue Broadway aux États-Unis dans chaque grande ville. Que ce soit New York ou Shawinigan pour des fois, ça s'appelle la rue principale ou la rue de l'église, là, mais... la Main, là. La Main Street. Tout dépendant on est où, là, mais justement, il y a un gros buzz. Les gens aiment suivre les Predators. C'est une équipe qui, à mon avis, pas avoir rencontré l'Avalanche en séries éliminatoires, pas avoir perdu Saros, le gardien, aurait peut-être pu faire un bout de chemin. C'est une des équipes qui, je trouve, a un potentiel caché. Donc, surveillez-le, Josi, cette année, parce que cette saison de 96 points l'année dernière, je ne serais pas surpris qu'il tourne autour de ça encore cette année. C'est hyper intéressant parce qu'il faut dire quand même que la saison dernière, il s'est marqué énormément de buts en NHL. Beaucoup plus qu'à l'habitude. Donc, ça a aidé les statistiques individuelles. Autant de marqueurs de 100 points aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il y a eu un changement justement offensif. Oui, ça marque plus de buts, mais l'autre chose, c'est que les équipes retirent leur gardien quand il reste 5 minutes maintenant. Donc, chaque match, tu as un but dans un filet désert, parfois 2. Ça a fait exploser les statistiques. On le voit un peu moins, ça paraît pas, c'est des buts dans un filet désert. Mais au niveau statistique, ça a changé beaucoup de choses. Je le sais, je l'ai remarqué. En fin de soirée, quand on regarde les buts, nous, on a pas mal plus de travail là, depuis l'année dernière. Donc, il y a eu un changement de mentalité, puis ça a fait que les statistiques sont incroyables pour tous les joueurs. Il y a eu une hausse. Je ne l'ai pas calculé, là, mais c'est environ une hausse d'au moins un demi-but par match. Tu as parlé que pour toi, oui, c'est énorme. Tu as parlé que pour toi, les Prédateurs auraient pu faire un plus long bout de chemin si Saros avait été, le gardien avait été en santé, s'ils n'avaient pas affronté les champions de la Coupe Stanley que sont l'Avalanche du Colorado. Steph, par contre, là, on arrive avec un gardien d'élite. Je pense que je ne me trompe pas si je dis que Saros est un gardien d'élite. Absolument. Un défenseur d'élite, numéro 1 qui serait dans toutes les équipes de la Ligue nationale. Et là, il manquait peut-être un peu d'attaque. On a décidé de se tourner encore une fois vers la Suisse et vers Nino Niederreiter, qui est un joueur qui amasse une 40aine de points par saison. Ça ressemble à ça ces saisons, mais ça amène de la profondeur. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette signature-là? C'est une bonne signature. Bon, on sait comment ça s'est passé entre Josi et puis Niederreiter. C'est lui qui a dit au GM, j'ai un copain qui serait d'accord de venir pour pas grand-chose. 4 millions, ça va quand même. Donc, il y a quand même une baisse de salaire à Niederreiter. Mais moi, pour moi, Niederreiter, c'est un attaquant de puissance. C'est un power forward. Quand il a été repêché, il a été repêché pour ça. Hein. C'est un homme à 17 ans. Mais c'est un gars qui faisait un point par match dans le junior. Jamais affolé les compteurs nulle part. C'est un gars qui va te faire 30, 40, 50 points s'il est bien accompagné, s'il joue devant le but sur le power play, fait dévier quelques rondelles. Pour moi, c'est un joueur d'utilité. C'est un joueur qui peut rendre des services dans plusieurs facettes. C'est un joueur qui arrive dans ses meilleures années. Donc, pour 2 ans, on lui a mis une certaine pression aussi. On n'a pas accordé un 5 ans garanti. On a dit 2 ans, il faut que tu prouves, si tu veux signer ici, il faudra que tu performes. Donc, c'est une façon aussi d'y mettre la pression. Niederreiter n'avait pas énormément de pouvoir de négociation, à mon avis, parce qu'il a eu des saisons des bonnes, mais c'est pas un top joueur que tout le monde s'arrache. C'est une bonne acquisition. Des Niederreiter, c'est ça. Exact. Oui, exactement. Mais fiable défensivement, va pouvoir justement amène une dimension qu'une équipe veut. Une équipe qui veut aller loin, tu veux des joueurs responsables. On regarde l'Avalanche. Qu'est-ce que l'Avalanche a fait l'année dernière? On a été chercher Nichushkin, qui est excellent des deux côtés de la patinoire. On a été chercher Artturi Lekonen, qui a les mêmes qualités. Si tu veux aller loin en séries éliminatoires, lorsque le hockey devient une bête totalement différente, un joueur comme Niederreiter peut vraiment être utile à une équipe justement comme les Predators, comme je disais, qui, à mon avis, peuvent faire un bout de chemin en séries éliminatoires. S'il demeure en santé, puis si tout le monde pousse dans le même côté. Il faut faire les séries. Au Canada, en Amérique, c'est tellement difficile de faire les playoffs. Là. Sérieusement, ces playoffs, j'aimerais t'entendre là-dessus, une petite parenthèse. Là. C'était pas dans le déroulé de l'émission. Vas-y, Steph. Je m'égare un peu, mais sérieusement, 16 équipes en playoffs là, sur 32, là. C'est rendu, c'est débile. Là. Quand on voit, dans l'Est, l'année passée, c'était joué d'avance, mais dans l'Ouest, là, ça se joue à
Sur 82 matchs, tu en perds 2 de suite à un moment donné entre le 32e et le 34e match, et puis tu participes au playoff. C'est rendu fou. Après, une fois que tu es en playoff, tout peut arriver parce que la différence est tellement infime, je pense, entre certaines équipes. Mais faire les playoffs, Nicolas, c'est épouvantable. Stéphane, veux-tu que je te parle de baseball? Oui, je sais, ils sont en train de changer les règles, justement, parce qu'au Ouais, baseball, il y a mais des équipes, après 20 matchs, c'est fini. Oui, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, au baseball, on avait 28 équipes, il y en avait 4 qui faisaient les séries. C'est ça. Hein, donc, Ça. ça a évolué. Mais bon, oui, on regarde au basketball, il y a eu des choses qui ont été amenées. Je ne sais pas, ça ne semble pas être le plan à court terme de la LNH. Je ne sais pas ce qu'on a entendu. Mais NHL, là, bien évidemment, moi, je le dis de ce côté-ci de l'océan, là, ça ne semble pas être les plans de la NHL là, de changer ça pour l'instant. Parce que, comme tu dis, l'année dernière, c'était réglé. Peut-être qu'éventuellement, il va y avoir un format, on va amener quelque chose, mais de toute façon, le hockey de séries éliminatoires, je vais vendre ma paroisse, là, mais le hockey de séries éliminatoires, c'est le meilleur sport éliminatoire. C'est le meilleur sport lorsque ça compte. Parfois, il ne faut pas toucher une recette qui fonctionne. Hein. Oui, mais honnêtement, parlant de playoffs, sérieux, moi j'ai suivi encore l'année passée, j'étais au Canada là, parce que je suis venu suivre mon fils au mois de mai, mais c'est débile. Sérieux, les gars, c'est des grands malades en playoffs. Ah, hein. des monstres. Non, sérieux, j'ose pas imaginer dans quel état ils finissent les playoffs. Les gars, ils feraient n'importe quoi hein, pour faire les playoffs, pour aller gagner une Coupe Stanley. Le niveau de jeu, l'intensité, physiquement, c'est affreux. Ouais. Puis le jeu est tellement plus rapide que dans le passé, que tu as des contacts que tu n'avais pas dans le passé qui peuvent causer des blessures. Que l'année bon, si on retourne aux années 90, c'était de l'accrochage, il y avait davantage d'accrochage. Ouais. Donc la vitesse de contact, parfois c'est des contacts accidentels, était beaucoup moindre. On a vu cette année là, justement des quadrilles avec, je pense que c'était le pouce qui avait une blessure. C'est une fracture du pouce. Bon, ben écoute. Mets un peu de bandage, j'ai un match à jouer. C'est ça, j'ai un match à finir. Allez, une petite piqûre, puis un petit peu le rose, un petit peu le bleu. Ben, les bleus, c'est pas pour ça, mais en tout cas, différentes couleurs, puis ça passe. Non, mais moi, ce qui m'avait surpris, c'était la liste des blessés que John Cooper avait donnée, des blessés du Lightning quand ils ont perdu en finale. La liste est tellement longue. La photo du pied de Valérie Nichushkin au Colorado, et d'ailleurs, il avait joué quand même. Pour patiner, ça allait, mais pour marcher, il est en béquille. Je comprends pas comment il a fait pour rentrer dans le patin. Je veux dire, ça devait être enflé, là, à un moment donné. Là, ils ont modifié son patin. Je pense qu'on pourrait faire n'importe quoi. Hey, j'ai venu Patrice Bergeron. Poumon perforé. Ouais. Je venais de ça? Qui? À une époque, Forsberg jouait avec la rate défoncée, là. Non, mais sérieusement. Les gars, ils risquent leur vie. Hein. C'est pas des conneries, là. C'est gros. Et là, comme je dis, est-ce qu'on veut changer un format que les joueurs apprécient autant que ça? Je sais pas. Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que les joueurs l'apprécient, le format, parce que quand on est rendu en séries éliminatoires, on se donne, et on se donne pas à moitié. Là. Ouais. Messieurs, on va revenir un petit peu sur les Prédateurs. Ouais. La bonne nouvelle aussi de l'été, ça a été la signature aussi de Philippe Forsberg. Parce qu'on avait peur de le perdre. Finalement, on a réussi à le ramener. Et reste que c'est une grande vedette aussi du côté de Nashville, qui a connu une très, très bonne saison. C'est important de l'avoir. Oui, les négociations ont été quand même assez longues, assez ardues entre les deux camps, mais finalement, je pense que tout le monde a mis un peu d'eau dans son vin. Il n'était pas annoncé à Montréal, lui? Ah, ben, ils sont tous annoncés à Montréal, hein? Les joueurs annoncés à Montréal, nomme-les, ils vont être là, mais c'est ça. Mais c'est ça. Donc, je pense que tout le monde a mis. Je pense pas que Forsberg, selon le marché actuel, est un joueur de 9 millions. Donc, on a mis un peu d'eau dans son vin. Tout le monde. Parce que cette équipe-là, elle est intéressante. On a fait l'acquisition de Ryan McDonough dans une transaction aussi. On vient d'aller chercher un général en défensif qui va pouvoir peut-être enlever quelques minutes de jeu à Yuzi positivement, des missions plus défensives, des mises au jeu en zone défensive pour laisser Yuzi prendre les mises au jeu offensives. Ça, c'est très, très positif. Ensuite, je regarde cette équipe-là. Ce qui m'inquiète, Matt Duchesne, l'année dernière, a eu une saison incroyable. Ryan Johansson, l'année dernière, a eu une saison incroyable. Est-ce qu'on va être capable de répéter ça? Même Yuzi, parlons-en. Yuzi, à un moment donné, ça, c'est tout le temps quelque chose, un drapeau rouge qui se lève car on a trop de joueurs dans la même équipe qui ont connu une saison. La saison de leur vie. Hors de l'extraordinaire. Une saison de leur vie, bien dit Stéphane. Donc, mais somme toute, cette équipe-là, c'est une équipe de séries éliminatoires. Et moi, je rajouterais à ça que pour l'avenir de cette équipe-là, le choix de première ronde, Joachim Kemell, moi, c'est un joueur particulièrement qui avait attiré mon œil. C'est un marqueur de but qui avait marqué 15 buts l'an dernier en Finlande. C'est pas une ligue facile pour un jeune de 17 ans. C'est un marqueur de but et ça, du côté des Prédateurs, c'est également un très bon choix qui, dans l'avenir,
à moyen terme, va assurément faire partie de cette équipe-là. Surveiller Philippe Tomasino cette année. Justement, il va peut-être avoir un roulement. Puis Tomasino est un joueur qui pourrait exploser cette année. Puis je parlais de joueurs qui ont connu une saison incroyable. Tanner Janot l'année dernière. Est-ce que lui peut refaire ça? Quoi, 25 ans, 24-25 ans, Janot? Donc, il y a quelques drapeaux rouges avec cette équipe-là, mais somme toute, comme je dis, avec un Saros dans les buts, un des meilleurs gardiens de la Ligue qui va probablement devant le filet pendant 84 matchs. Je vous rappelle que la saison en compte 82. Ça reste une bonne équipe. J'ai écouté d'ailleurs, messieurs, je vous invite à écouter le podcast de Sportsnet pour ceux qui sont bilingues anglophones. Les joueurs de la Ligue nationale ont fait une tournée européenne. Ils se sont retrouvés à Paris. Et les gens de Sportsnet ont fait un épisode de 32 Thoughts, leur podcast, et ils ont rencontré Nino Niederreiter, Kevin Fiala et Nico Hischier. Très intéressant. D'ailleurs, Niederreiter, sur son été et sa signature avec Nashville, je vous raconte pas tout ce qu'il a dit, mais en gros, il a dit que pour lui, c'était un fit parfait, Nashville. Il a joué junior avec Ryan Johansson, a joué au Minnesota avec Granlund, donc il connaît très bien les deux premiers centres là-bas. Il a dit qu'il était un peu stressé à l'ouverture du marché, qu'il y avait beaucoup de joueurs dans son style. Il a nommé des Palat, des Burakovsky, qui ont les deux gagné une Coupe Stanley. Et il a dit, moi, je savais que je devais attendre que ces gars-là signent pour voir ensuite les offres et voir ce qui s'offrait à moi. Et les Ducks d'Anaheim étaient très intéressés. Ouais. Finalement, on connaît l'histoire. Yossi a appelé son bon ami. Et il est très, très content de... Il y avait une place dans la maison, là, dans le coup. Voilà. La maison à Yossi, il y a un petit le housekeeper là, juste à côté. Le cabanon. Là. Le cabanon. Je te chargerai pas cher, il a dit. Ouais, faire un prix. À côté des outils pour la piscine. C'est ça, exactement. Non, mais bref, il est très, très heureux de cette signature. J'ai très hâte de le voir sous le maillot jaune. D'ailleurs, c'est sûr qu'il va être en uniforme. Il est beau, ce maillot, à part ça. Moi, je le trouve magnifique. Moi, je casse le rythme dans l'émission, vous avez remarqué, je change de sujet. Mais sérieux, le maillot. Sérieux. Moi, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? On parle des maillots souvent, mais... Honnêtement, moi, c'est le branding complet. Là, je vais utiliser le mot, mais c'est le branding complet de cette équipe-là qui, je trouve, est génial. Music City, quand on parle d'une équipe qui s'intègre dans sa communauté, ce qui n'est pas nécessairement facile parce qu'on regarde, il y a des équipes qui sont là depuis longtemps, mais Nashville, ça reste que c'est un club qui est né en 98, qui a pris un peu de temps à se mettre en branle. Mais c'est à l'image de la ville. Nashville, c'est la ville qui a la plus forte croissance dans l'est des États-Unis, à l'est du Mississippi. Donc, ça va avec la ville, ça va avec la culture country. Ouais. Je veux dire, ici, ils s'écoutent de la musique country trop. Mais... t'es comme moi là-dessus. Deux secondes. Un peu, mais parfois, il y a un peu d'abus. Oui, on est d'accord. On va pas commencer à parler de ça, mais c'est une ville... J'ai visité la ville. C'est une ville de party. C'est le Vegas. C'est le Vegas de l'Est. C'est le Montréal du Sud. Ça vaut la peine d'aller à Nashville et vraiment... Cette ville-là a vraiment adopté les Predators. Donc, c'est tentant pour un joueur à ce moment-là d'appeler quelqu'un et de dire, écoute, je vais prendre un rabais d'1 million, là, puis je vais signer là parce que je trouve que ça a l'air d'une place amusante à jouer. Ouais. Nick, tu devrais devenir, si jamais ça ne marche plus dans le hockey, si tu veux te réorienter, agent de voyage, parce que moi, tu m'as donné le goût d'aller à Nashville. Tu l'as très bien vendu. Exact. Non, mais c'est vrai. Mais tu ris parce que... Je suis pas sûr que mon foie pourrait tolérer une virée de vivre à Nashville. Ouais. Mais les gens, comme je dis. Je suis content que tu dises ça parce que dans un podcast précédent, on essaie d'expliquer aussi aux gens qu'il y a des places, quand on veut signer des agents libres, par exemple, certaines places, certaines villes ont de la peine à attirer des joueurs parce que la ville c'est trop nord, il fait trop froid. On parlait d'Edmonton, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Buffalo. Il y a des villes qui sont pas sexy pour les joueurs. Puis certains joueurs ont des clauses de non-échange dans des villes pas sexy. Puis d'autres veulent carrément pas parce qu'ils ont une vie, ils ont une famille. Tu dis, il y a des gars qui sont d'accord d'avoir 1 million de moins pour aller là parce que c'est plus sympa. C'est une réalité en NHL. Les femmes aussi. Ouais. Les femmes. Les femmes ont leur mot à dire aussi. Les épouses des joueurs, puis c'est correct, puis la famille, puis c'est pas différent de nous. Là. Non, c'est ça. On me suggère d'aller travailler, par exemple, dans le Grand Nord, ici au Canada. Je vais y passer 2 fois avec ma famille. C'est pas différent pour les joueurs de hockey. C'est pas différent. Puis tout le monde est différent. Il y en a qui aiment les plages. Il y en a qui aiment le golf. Il y a des joueurs que... bon, peut-être moins présentement, mais à une certaine époque, l'Arizona, où il y a de superbes terrains de golf, ben c'est ça, parce que durant la saison morte, tu vas être sur le terrain de golf
matin, midi, soir, à part les moments où tu t'entraînes. Los Angeles, qui est une ville très urbaine, c'est pas fait pour tout le monde. Puis à l'inverse, regardez Evander Kane qui vient de signer à Edmonton. Pourquoi? Ben, là-bas, c'est l'entourage chez les joueurs qui sont là qui lui ont donné le goût. Je pense pas que c'est le West Edmonton Mall, là, le grand centre d'achat qu'on a là-bas. Il y a une patinoire au milieu, pas aller patiner l'après-midi. Il y a une patinoire au milieu, donc tu as des heures de glace infinies. C'est ça, mais c'est vrai. Je m'en ai demandé, ton gars, tu as déjà joué au tournoi de hockey qu'il y a là? Il y a un tournoi de hockey Pee-Wee, je crois. Le Brick, là? Le Brick, là. Brick, non, il l'avait pas fait cette année-là. Ouais, il l'avait pas fait, assez prestigieux. Ouais. Et à l'inverse, Jonathan Huberdeau a dit cette année que Montréal, il ne serait pas nécessairement vu venir jouer à Montréal parce que la pression est énorme pour un francophone, pour un Québécois à Montréal. Donc, c'est toutes des bêtes différentes, les joueurs de hockey. Donc, quand tu arrives et tu crées un environnement qui est gagnant, c'est là que tu vas attirer des joueurs plus que parfois 1 million de plus par année. Ouais. Nick, on n'a pas tous les mêmes problèmes dans la vie. Non. Non. Moi, pour 1 million... 1 million, tu irais dans le Grand Nord, toi? Hein? Moi, je suis prêt à y aller aussi. Peut-être. Une année ou deux. Moi, je joue dans le centre commercial Edmonton pour 1 million, avec plaisir. T'as parlé d'LA, j'en profite parce que t'as parlé de Los Angeles et on va parler également de Kevin Fiala qui a été échangé par le Wild du Minnesota. Si je me trompe pas, c'est un agent libre avec compensation. Donc, ses droits restaient au Wild, mais il n'avait pas nécessairement de place pour Kevin Fiala sur le plafond salarial puisqu'ils ont racheté Zach Parise et Ryan Suter. C'est un autre qui a connu sa meilleure saison en carrière. Un autre en même temps, il l'a connu au bon moment parce que ça lui a permis de signer le plus gros contrat de sa carrière du côté de Los Angeles. Donc, il a été échangé avec les Kings et quand même pour lui, la perspective d'avenir avec Los Angeles, elle est quand même intéressante. Nick, c'est une équipe qui est en développement, qui, dès cette année-là, regarde pour les playoffs. Beaucoup de talent au centre avec Kopitar et Dano. Fiala, qui, déjà dans l'entrevue justement de nos amis de Sportsnet, a dit qu'il voyait la possibilité de jouer avec Kopitar et ou avec Dano, très, très intéressante. Que LA était sur le haut de sa liste d'équipes où il voulait aller, justement probablement par le style de vie très urbain, mais californien également. Donc quand même, les hivers sont moins rudes à Los Angeles par rapport à Minneapolis. On est d'accord. Mais quand même, c'est une magnifique destination pour lui dans une très bonne équipe à venir. Écoute, c'est un excellent choix. Puis tu parlais de playoffs. Les Kings ont fait les playoffs l'année dernière. Donc, mais là, c'est un peu une surprise, entre guillemets. Oui, non, mais pas pour moi. Je le voyais venir. Puis là, je suis pas en train de me vanter ou rien. Là, mais je l'avais dit quelque part. On peut vérifier cette info-là. Ben, je les avais 5e, pas très loin. Ça pouvait être une équipe repêchée. Je les voyais possiblement être repêchés. C'est la déconfiture, bien évidemment, de Vegas là, qui a mené à ça. Mais c'est une équipe qui, la page est clairement tournée sur la reconstruction. On a encore un bon noyau, les Kopitar, les Dowry. Jonathan Quick devant le filet fait encore le travail. On a ajouté des joueurs au fil du temps, des bons vétérans qui sont en train d'être... qui sont noyaux offensifs, mais là, il y a plein de jeunes qui poussent des Byfield, les Kaliev. En défensive, on a un Sean Dursey qui a connu une belle séquence l'année dernière. Jordan Spence aussi, qui peut-être... Oui, exactement. Nommez-les, là. Cette équipe-là s'en vient... va être très intéressante. Cette équipe-là va se battre pour le sommet de la section avant longtemps, à mon avis. Et là, tu ajoutes un Fiala qui, s'il connaît une saison comme l'année dernière, et encore là, je vais apporter un petit bémol là, parce que lui aussi, c'était assez majeur comme amélioration de points. Là. Puis on sait, bon, on a une expression à mon travail, on dit, avec mes collègues, on dit la mort, les taxes, puis une grosse deuxième moitié de saison de Kevin Fiala, ça va ensemble. C'est-à-dire, c'est sûr que ça va arriver. Et Fiala a même commencé un peu plus rapidement l'année dernière parce qu'on le sait, ça a commencé à Noël. À vrai dire, ça a commencé à Noël, puis dans la deuxième moitié de saison, c'est 67 points en 53 matchs pour Fiala, dans le top 10 de la NHL. Je ne suis pas prêt à dire qu'il va être capable de refaire ça, mais il se fait offrir des meilleures opportunités à Los Angeles que ce qu'il avait au Minnesota, où il était sur le 3e trio avec un peu d'avantage numérique. Là, je vois mal, il joue avec des meilleurs joueurs, je vois mal comment il pourrait ralentir là, lorsqu'on regarde un peu son entourage. Steph, j'écoutais également son entrevue à Kevin Fiala et il disait qu'il s'était préparé à un échange
ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire quand il avait été échangé des Prédateurs de Nashville, c'était à la date limite des transactions qu'il avait pris la direction de Minnesota. Sans avenir. Les joueurs ne sont pas oui. stupides. Il dit, moi, que son agent, il parle. Hein, il dit, là, avec les stats que tu as, on peut aller chercher un salaire de temps. C'est presque systématique. En tant de points, ça fait ça. Puis, voilà. Et il savait à peu près ce qu'il pouvait aller chercher comme salaire. Il savait le salary cap de Minnesota. Puis il s'est dit, non, je ne fit plus dans le truc, là. C'était le seul qui pouvait sortir à un prix intéressant parce qu'il était encore joueur autonome avec compensation. Donc, l'équipe qui le reçoit l'a encore sous son contrôle pour lui offrir justement le type de contrat qu'il a reçu, là, 8 ans. Là. C'est ça. Donc, oui, une saison également à surveiller. Et j'ai bien aimé sa citation. Je termine avec les propos de Fiala. On lui a parlé également de Drew Doughty, qui reste défenseur élite dans la Ligue nationale. Et il a dit, ce sera bien de jouer avec Doughty parce que quand on joue contre, il est un pain in the ass. Mais il a dit par contre que dans le vestiaire, c'était un chic type, qu'il était très agréable à côtoyer et tout. Ouais, mais sur la patinoire, c'est autre chose. T'as meilleur temps de l'avoir avec toi que contre toi. Exactement. Doughty, il joue dans toutes les situations en plus. Là, je trouve qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur par rapport à ce qu'il apporte sur la glace. On regarde souvent des défenseurs qui sont très offensifs. Lui, il est tout le temps sur la patinoire, peu importe. Donc, les Kings, attention aux Kings cette année. J'ai hâte de les voir. Doughty, 2 Coupes Stanley. Et cette année, lorsque les Kings ont été éliminés par les Oilers, il était blessé. Donc, s'il avait été en santé, peut-être que les Oilers n'auraient pas passé ce premier tour parce que ça a été très compliqué contre les Kings. Messieurs, on a Vladi dans le chat qui nous a parlé de Denis Malgin, puisqu'il est un fan des Maple Leafs de Toronto. La saison dernière, il nous avait d'ailleurs demandé est-ce que Malgin a une chance de retourner en Amérique du Nord. Moi, j'y croyais peu. Moi non plus. Moi aussi. Je pense qu'on y croyait tous pas. Moi, je suis comme vous, les gars. Il a connu une très bonne saison à Zurich. Magnifique. Non, magnifique. À Lausanne aussi. Oui, à Lausanne aussi, mais il était retourné du côté de la... non, il était pas retourné? Non, il est passé de Lausanne à Zurich. C'est vrai. Ouais. C'est ma mémoire qui me fait défaut. Mais dominant ici. Oui. Et je pense que c'est le manque peut-être d'espace sous le plafond salarial qui a fait que, OK, on ramène un gars qu'on connaît, qui nous coûtera pas trop cher, qui veut revenir et avoir sa chance. Et ça évite d'avoir à surpayer un gars parce que les Maple Leafs avaient encore ses droits à Denis Malgin. Donc, tu surpayes pas sur le marché des joueurs autonomes et tu sais ce que tu vas avoir pour Denis Malgin qui a été dominant en Suisse. Le pari, je trouve, le pari en vaut la chandelle quand même. Oui, c'est exactement ça. C'est ça la réalité des Maple Leafs. On n'a pas beaucoup de place sous le plafond salarial. Il y a 4 joueurs qui gagnent 40 millions, c'est ça? Il y a 4 joueurs qui ont dans ces eaux-là, puis tu peux rajouter les autres là, parce que tu as un Nylander, je pense qu'il est à 6 millions, 6,5 millions aussi. 50 millions pour 5. Bon, à Toronto, on s'attendait à ce que le plafond salarial grimpe là, au fil des années. C'est pas ce qui est arrivé à cause de la COVID. Donc, on a été pris un peu. Donc, Malgin est au salaire minimum de la NHL. Donc, comme tu dis, Jonathan, j'ai pas beaucoup à rajouter à ce que tu dis. Tu as bien résumé ça. On a encore ce joueur-là sous contrôle. Il veut venir ici. Il va prendre un salaire qui est pas important sur notre masse salariale. On sait un peu à quoi s'attendre de lui. On se croise les doigts et on espère que ça fonctionne. Parce que de toute façon, est-ce qu'il va jouer en haut? Ben oui. Oui. Je pense qu'il va jouer avec les Maple Leafs s'il va commencer la saison en haut. J'ose espérer qu'on lui a donné cette garantie-là parce que tant qu'à jouer, c'est un contrat à un volet, j'imagine qu'il a signé. Je n'ai pas regardé. Oui, mais il a peut-être une petite clause, justement, que s'il redescend, il peut quitter. Il y a une clause d'échappatoire ou si on l'envoie dans la Ligue américaine, ben écoute, c'est correct, mais je vais aller en Suisse, là, c'est plus intéressant. Là. Ça, c'est sûr. Non, mais Denis Malgin, bon, Vladi nous parlait de son premier match parce qu'il a joué hier contre le Canadien de Montréal, un match préparatoire, un but, une passe. Faut quand même pas se fier au match préparatoire parce que le Canadien avait vraiment pas une équipe de la Ligue nationale de hockey. Ben, est-ce qu'ils ont une équipe durant la saison? Est-ce qu'ils auront une équipe de la Ligue nationale de hockey? C'est la grande question. Moi, je suis salaud, j'en sais. Mais je me demandais, Stéphane, combien de temps ça allait prendre avant que tu y ailles d'une réplique assassine. D'une déclaration choc? Non. Est-ce qu'ils ont vraiment une équipe? Ça serait encore compliqué pour les Canadiens. Évidemment, on est sarcastique, mais ils n'avaient en tout cas pas le line-up habituel. Donc, on va se garder une gêne, mais je pense que c'est important pour lui, mine de rien, peu importe contre qui tu joues, de s'imposer un peu. D'autant plus si tu joues contre l'équipe B des Canadiens, ben, de te montrer puis d'avoir du succès et puis de montrer que tu t'appartiens à cette ligue-là. Je pense qu'il y a à cœur de se prouver aussi parce que, mine de rien, on n'en tient pas compte, mais si ça a bien été dans les matchs amicaux,
c'est un plus. Ben, c'est ça, c'est qu'il il arrive pas en s'assoyant sur le fait qu'il a un one-way contract, qu'il a déjà joué NHL. Au contraire, j'ai l'impression, au vu de ce que j'ai, les peu de séquences que j'ai vues, c'est un joueur qui continue d'utiliser bien sa vitesse, qui a été de toutes les belles actions des Maple Leafs, de son trio. Donc, il veut gagner des points, il veut faire sa place en NHL, il sait ce qu'il faut pour la faire. Pour moi, je pense que c'est un gars qui fait un pas en arrière pour se relancer. Parce que 750 000 en NHL, on s'entend que c'est des peanuts. Il va y rester 35 % de ça. Il faisait 3 fois plus à Zurich, probablement, net. Donc, on s'entend que lui, au niveau financier, cette année, il va manger de l'argent, comme on dit. Il va manger un demi-million, c'est certain. Donc, il fait un pas en arrière au niveau de ses conditions salariales pour aller jouer dans une meilleure ligue, pour tenter de se relancer, parce que s'il fait le job cette année, ben peut-être qu'il va aller chercher un 2-3 millions l'année prochaine quelque part ailleurs et pas pouvoir relancer sa carrière avec un rôle différent dans une autre organisation éventuellement. Tu vois ça comme ça un peu, Nicolas? Oui, puis j'ai vérifié, là, c'est un contrat à un volet. Là, donc, s'il est envoyé dans la Ligue américaine, il va gagner au moins c'est plein salaire. Là, donc, au moins, il est assuré de toucher cette somme de 750 000 $. Mais comme tu dis, j'ose espérer qu'il y a une clause échappatoire si jamais on veut l'envoyer chez les Marlies. Mais oui, c'est ça. Puis il y a toujours l'attrait, j'imagine, de la NHL. C'est la meilleure ligue au monde. Donc, tu veux évoluer. Tu te retrouves avec les Maple Leafs de Toronto qui sont des aspirants à la Coupe Stanley. Il n'a pas signé avec un club de deuxième ordre. Il a signé avec des aspirants à la Coupe Stanley. Donc, au pire du pire, ça ne fonctionne pas, on retourne à la maison. Moi, ma deuxième remarque salope de la soirée, les aspirants à la deuxième ronde des playoffs. Oui, ben là, c'est juste depuis 2004. Là, je trouve que t'es... Je suis dur, hein? T'es court dans ton évaluation. Oui, c'est ça. Mon échantillon n'est pas là. Vladi nous dit Tavares s'est blessé. C'est vrai qu'il ne commencera pas la saison de John Tavares. Donc peut-être une chance pour Denis Malgin. À voir si les Maple Leafs veulent l'utiliser au centre. Parce qu'ici en Suisse, il était utilisé au centre du premier bloc avec Zurich. À voir si les Maple Leafs vont le mettre au centre. Mais il y a aussi Alex Kerfoot qui est au centre, qui peut remplacer sur le deuxième trio. Austin Matthews sur le premier. À voir si Malgin pourrait être utilisé au centre ou à l'aile. Vois-tu, présentement, Malgin, il est utilisé, avec la blessure de Tavares, Malgin est utilisé dans les entraînements sur le deuxième trio, avec Kerfoot et Nylander. Bon, si c'est le cas, vas-y, amuse-toi. Plus belle audition qu'il peut avoir. Ça peut être payant, là, c'est ça. C'est la meilleure audition possible, très bien résumé. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est la dernière saison de contrat de Kyle Dubas, le directeur général des Maple Leafs de Toronto. Ouais. Et la dernière fois qu'on a vu un directeur général commencer une saison sans contrat pour l'année d'après, c'est Marc Bergevin l'an passé. On a vu comment ça s'est terminé. Ça, c'est un autre... Oui, bien, on s'entend que pour un GM, la dernière année de contrat, c'est une année... Tu peux pas préparer l'année pour quelqu'un d'autre. Soit tu le renouvelles en début d'année, puis tu donnes un vote de confiance, ou soit tu ne renouvelles pas, puis tu lui dis plus ou moins en novembre, si ça ne marche pas, tu es parti, parce qu'il faut engager quelqu'un qui prépare l'année d'après. Oui. Effectivement. Donc, ta dernière année. Si jamais ça ne fonctionne pas, on ne renouvelle pas Kyle Dubas, j'ai l'impression qu'on va sortir la boule de démolition là, du côté de Toronto pour refaire cette équipe-là. Parce que c'est pas vrai que si Dubas n'est pas renouvelé, que Sheldon Keefe, qui est son entraîneur à lui, là, ils sont ensemble depuis qu'ils sont dans le junior, c'est pas vrai qu'il va rester là. C'est sûr qu'il va se faire dégommer lui aussi. Donc, à ce moment-là, il reste quoi de cette équipe-là? C'est sûr qu'on va repartir à zéro. Ce qui ne sera pas facile parce qu'il y a de la clause de non-échange dans cette équipe-là au pied carré. Mais oui, donc Dubas, il ne faut pas oublier une chose, puis Stéphane, tu étais méchant tantôt avec la deuxième ronde, mais il reste que les Maple Leafs sont perdus en 7 matchs contre les doubles champions de la Coupe Stanley et les éventuels finalistes. Ils n'ont pas eu un bon tirage, il n'y a pas eu de chance, honnêtement. C'est ça. Moi je l'ai dit, j'ai touché à rien. Là. Cette équipe-là, quelque chose est peut-être capable. Là, c'est une question cette année, c'est les gardiens, bien évidemment. Samson. Non, mais ça, tu vas me l'expliquer. Bon, on va en parler justement. On voulait parler des gardiens. Il y a eu une grosse valse des gardiens cet été. Et les Maple Leafs ont décidé. Bon, on n'a pas re-signé Jack Campbell, qui est parti du côté d'Edmonton. Et on va chercher Matt Murray, qui, a gagné 2 Coupes cette année avec les Penguins de Pittsburgh, mais on s'entend qu'il est plus l'ombre de lui-même. Et les blessures l'ont rattrapé beaucoup. Et ça explique pourquoi ça a été aussi difficile pour lui. Et Ilya Samsonov, qui était le gardien d'avenir des Capitals et qui a été chancelant l'an dernier, on va le dire comme ça. Et les Capitals ont décidé de jeter la serviette dans son cas et
de s'en débarrasser tout simplement. Est-ce que les Maple Leafs ont vraiment une chance avec ces deux gardiens-là? Pour moi, c'est pas deux gardiens élites NHL. Ma lecture de la chose, c'est la suivante. À une époque, on disait que Frédéric Anderson n'était pas un très bon gardien. Puis à Toronto, il avait des superbes chiffres. Même si, selon ce qu'on disait, c'était pas le cas, c'était pas un bon gardien. Jack Campbell était un gardien de 3e ordre lorsqu'il est arrivé à Toronto. On en a fait un numéro 1. Il est parti maintenant avec un beau salaire à Edmonton. Et là, c'est Ilya Samsonov et Matt Murray, deux gardiens qui viennent de connaître de moments très difficiles, encore plus pour Matt Murray, qui arrivent. Ce qu'on se dit, c'est si on le fait avec un puis si on le fait avec l'autre, on est capable de le faire avec un de ces deux-là. On y va avec la nouvelle philosophie de la LNH qui est j'ai besoin d'un gardien juste correct pour gagner la Coupe Stanley. On l'a vu avec l'Avalanche, puis on va le voir avec l'Avalanche cette année. Je veux dire, on va en reparler, je suis certain, mais l'Avalanche, on va avoir Pavel Francouz, qui était deuxième l'année dernière, et Alexander Georgiev, qui était à peine assez bon pour être deuxième chez les Rangers de New York. C'est ça notre tandem de gardiens. Alors, c'est un peu ça qu'on se dit. Moi, je n'ai pas lancé la serviette, par contre, avec Ilya Samsonov. Je me garde une gêne. Ce joueur-là avait connu une bonne première saison dans la LNH. Mais c'est quoi? C'est une vraie mauvaise saison. Oui, c'est ça. Je ne comprends pas les décisions des Capitals. Là, par la suite, j'ai juste l'impression qu'on n'a pas voulu y offrir le type de contrat qu'il aurait obtenu en étant joueur autonome avec compensation, parce que tu dois donner un certain pourcentage supplémentaire au salaire actuel, donc il aurait coûté beaucoup plus cher. Puis on s'est dit, on va aller chercher Darcy Kemper qui vient de gagner la Coupe Stanley. Oui, mais Darcy Kemper vient de gagner la Coupe Stanley avec des séries éliminatoires très moyennes. Puis je pèse mes mots, très moyennes. Je ne suis pas prêt à dire que justement c'est amélioré. Je comprends pas. Alors, moi, je reste prudent parce que je le dis pour les gens qui font des pools, je ne sais pas comment vous appelez ça là-bas en Suisse, des pools, des fantasy, des. Les pools de hockey. Ça s'appelle Hockey Manager. Bon, ceux qui sont dans Hockey Manager. Moi, je le dis, Samsonov, allez le chercher. Ça pourrait être le coup de circuit cette année. Là. Son salaire, son potentiel, ce qu'il a fait dans le passé, dans un nouvel environnement, attention, ce joueur-là pourrait exploser à mon avis. Puis si c'est le cas, attention aux Maple Leafs. C'est une très bonne équipe si c'est le cas. Moi, je reviens sur ton truc, sur la nouvelle tendance, c'est qu'il n'y a plus personne dans la NHL qui va mettre 10 millions, comme Montréal a fait avec Carey Price, 10 millions par année pour un gardien. On se dit, on n'a pas besoin de mettre autant d'argent, autant d'une aussi grosse partie, un aussi gros pourcentage de la masse salariale sur un bon gardien. Allons chercher, au lieu d'aller chercher un élite, comme tu dis, on va aller chercher un très bon gardien, puis ça va faire le job si on est assez fort. Donc, finalement, Vasilevskiy, c'est une erreur de Castan. C'est le mauvais exemple là, de tout ça, parce que les clubs imitent plus Tampa, ils vont imiter d'autres équipes. Si tu me permets, Nick, quand tu as un Vasilevskiy, tu es obligé de le garder là. Tu es vraiment la crème de la crème. Mais quand tu regardes, les deux derniers gardiens qui ont signé des 10 millions, c'est Bobrovsky et Carey Price. Et Price, évidemment, c'est la blessure qui m'a fait sa carrière, vraisemblablement. Et Bobrovsky, c'est difficile depuis qu'il a signé ce contrat-là. Il est parti dans le sud puis il a perdu le nord. Faut noter celle-là. On la note. C'est noté. Mais oui, effectivement. Mais Vasilevskiy, à vrai dire, c'est que Vasilevskiy est probablement le seul gardien qui peut dire « Moi, je vaux cette somme-là. » Parce que la réalité, c'est la suivante. C'est que si tu mets 10 millions pour un gardien qui va jouer au final 60 matchs, maintenant, c'est ça l'autre tendance, c'est qu'on essaie de donner le plus de repos possible à nos gardiens. Donc, des gardiens qui avant étaient devant le filet pour 70 matchs, maintenant, c'est 62, 63, c'est le maximum d'utilisation. Puis même, on essaye de garder ça sous les 60 matchs. Donc, mettre 10 millions pour un joueur qui ne va jouer que 80, peut-être même 75 % de ta saison, t'es mieux de prendre le 4 millions de plus puis de le mettre dans un joueur qui va être avec toi pendant 82 matchs. Donc, c'est la réalité. La nouvelle réalité. L'autre point aussi, c'est que... J'ai oublié ce que j'allais dire. Hey, je me suis perdu dans ma tête, mais c'est ça. Toi aussi, t'as perdu le nord. Remets la cassette en arrière, ça va revenir. non, mais c'est ça. Puis il y a plusieurs... Ce qui fait qu'il y a des excellents adjoints qui font des salaires très minimes, qui réussissent à faire le travail aussi, qui l'ont prouvé. Ah, c'est ça que j'allais dire. L'autre point, on en a parlé tantôt, il se marque tellement de buts en comparaison à il y a 10 ans, 15 ans dans la LNH, que tu es capable de gagner un match 5-4. Tu es capable de gagner un match 6-5. Donc, quand même bien que ton gardien n'est pas le meilleur de la LNH, puis il permet 3 buts, 4 buts par match, en permet un de temps en temps, ton attaque en avant va aller en marquer 5. Donc,
pas Mais besoin c'est d'avoir le intéressant. meilleur. J'ai entendu ça souvent, puis on remarque ça, mais à Edmonton, on n'arrête pas de dire que ça fait 20 ans qu'on cherche un gardien à Edmonton. Depuis Grandview, on n'a pas eu de bon gardien. Talbot, ça n'a pas marché. Smith, ça n'a pas marché. On dit toujours... Curtis Joseph. Ouais, OK. Mais, non, mais toi, à Toronto, on cherche un premier gardien. On dit toujours, tu peux pas gagner une coupe si tu n'as pas un gardien dominant, un gardien de concession. Alors, il y a des fois que c'est vrai, puis des fois que c'est pas vrai, finalement. Moi, je comprends ce que tu dis. Ce que tu as expliqué, c'est vraiment ça qui se passe. Mais je me dis, ça veut dire qu'il faut que tu aies un gardien correct sans plus. Correct. Ben moi, ce que je vois, messieurs, quand on regarde les deux équipes qui, selon moi, ont gagné la Coupe Stanley avec les moins bons gardiens dans les dernières années, c'est Saint-Louis avec Jordan Binnington et le Colorado avec Darcy Kemper la saison dernière. Mais regardez la brigade défensive qu'ils ont devant. Et je pense que c'est cette mentalité-là. Quand tu sais que tu as un top 6 incroyable, ben, tu te permets d'avoir un Jack Campbell devant la cage et tout ça. Mais quand tu demandes à Jack Campbell d'être exceptionnel parce que devant lui, tu n'as pas assez pour te payer un top 6 incroyable, c'est là qu'il devient un gardien où est-ce qu'il y a plus de points d'interrogation puis qu'on se dit « Ah, il nous faut un premier gardien. » Il faut peut-être plus un top 6 digne de ce nom qui va protéger ton gardien 1A, 1B, parce que c'est la nouvelle tendance d'avoir un 1A, 1B, un peu comme t'expliquais, un qui joue 50 matchs, l'autre en joue 30. Ben, si tu as un top 6 devant qui se tient puis qui reste en santé, c'est là que tu peux vraiment faire des ravages. J'ai gagné une coupe avec un gardien que tu fais « Ah ouais? Jordan Binnington gagne une coupe Stanley? Moi, c'est pas le premier gardien que je prends si je refais un draft. Là. Je veux pas faire de comparaison trop peut-être un peu extrême, peu importe, mais regardez au football américain là, de votre côté. Là, le botteur est tout le temps un des joueurs les moins payés dans l'équipe. Par exemple, quand on regarde le nombre de points marqués, ben, un botteur, lorsqu'on a besoin de sa botte, là, chaque match va faire 3 à 4 placements. Donc, c'est 12 points, c'est 9 points par match. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont être capables de faire ça sur le terrain. Il va y avoir des receveurs. Donc, sans être ça au hockey, on est quand même dans cette dynamique-là où mon gardien s'est rendu un joueur d'appui et non pas un joueur clé pour la majorité des équipes qui ne sortiront pas les grosses sommes là, pour les signer. C'est dingue. C'est quand même incroyable. Hein? Mais à voir, ce sera intéressant de suivre les deux gardiens des Maple Leafs de Toronto. Et moi, tu parlais ils ont un petit peu de pression, les deux gars, moi, je pense. Un petit peu. Mais tu parlais que ça te surprenait, le choix des Capitals de Washington. Ce qui me surprend aussi, c'est que Darcy Kemper n'est pas jeune. Alors que Samsonov et Vanacek étaient deux gardiens, Vanacek étaient deux gardiens assez jeunes d'avenir pour les Capitals. Et on décide d'y aller avec un gardien qui a 34 ans, je crois, Darcy Kemper. Ouais. Il a mis trentaine, donc quand même. Là, je sais pas, ouais, si je me trompe pas, c'est 33-34, donc quand même, ça aussi, c'est une décision qui est un peu particulière. Il y a eu beaucoup de changements. On va continuer un petit peu sur les gardiens de but, un tout petit peu. Il y a également le Wild du Minnesota qui a échangé Cam Talbot, justement, ça n'avait pas marché à Edmonton, qui a connu une grosse saison la saison dernière au Minnesota. Et là, on l'envoie du côté d'Ottawa. Gros été pour les sénateurs d'Ottawa. Et là, on décide d'y aller avec Cam Talbot, qui est encore là, pas vu nécessairement comme un gardien élite, mais qui, devant une équipe qui est en constante progression, pourrait peut-être obtenir encore une bonne saison. Mais son top 6 devant lui est peut-être pas le meilleur de la Ligue nationale, on va se le dire comme ça. Oui, c'est exactement ça. Les sénateurs, belle amélioration. On l'avait dit, les joueurs ont été voir le directeur général Pierre Dorion, puis on dit là, ça serait le temps d'appuyer sur l'accélérateur, la reconstruction, là, les jeunes sont là. Là, comme on dit, sort le portefeuille, là, puis va nous chercher quelques vétérans qui vont pouvoir nous aider. C'est ce qu'on a fait avec l'arrivée de Claude Giroux. On a, je vais utiliser le terme, on a volé les Blackhawks de Chicago en allant chercher Alex DeBrincat. Bon, les Blackhawks ont décidé qu'ils reconstruisaient, eux qui étaient déjà pas mal au cœur d'une reconstruction déjà. Donc, on a un peu jeté à l'eau le bébé avec l'eau du bain. Mais bon, alors on était chercher Alex DeBrincat, qui est un marqueur de 40 buts. Cette attaque-là, là, on en revient à ce qu'on disait. Si ton attaque te donne 6 buts par match, 5 buts par match, ben, si ton gardien permet 2 mauvais buts, 1 mauvais but, tu vas probablement pouvoir survivre. Cam Talbot avait connu une superbe saison l'année dernière au Minnesota. Il s'est fait ravir son poste par Marc-André Fleury. À mon avis, ça a été une erreur de la part du Wild parce que le Wild, justement, n'a pas été loin en séries éliminatoires. Fleury n'a pas eu des statistiques incroyables. Puis même, je pense que Talbot a gardé le dernier match de la série. Donc, les sénateurs vont chercher... Talbot a commencé les séries. C'est lui qui était le gardien d'office au Minnesota. C'est lui qui a joué les premières défaites, si je ne me trompe pas, c'est Talbot. Je pense pas, Jonathan. Je crois que tu as tort.
Je vérifie. Ils sont allés vérifie. chercher pour ça, il me semble. Vérifie parce que j'ai écouté une entrevue de Marc-André Fleury, puis il revenait justement sur le fait que Talbot avait commencé les playoffs. Puis je pense qu'après quelques défaites, ils l'ont changé pour Fleury. Laisse-moi le temps. Là. Pendant que vous vérifiez ça, les gars... Je te confirme que tu as tort parce que Talbot a joué juste un match en séries éliminatoires. C'est lequel? Tu es capable de voir ça? Je peux te sortir... je peux te sortir la date, mais là, je ne sais plus exactement. Attends une minute. C'était le match du 12 mai, OK? Donc, attends. Continuez, messieurs. Puis moi, je reviens au sénateur d'Ottawa, parenthèse. On a signé Tim Stutzle, si j'ai bien suivi. On a donné un gros contrat à un certain Tim Stutzle qui avait fini ses 3 ans, son entry level de 3 ans maximisé en million. Stutzle, il reste une année. Là. Son contrat, il devient actif l'année prochaine. OK, donc cette année, il gagne que 1 million avec les plus bonus. Puis l'année prochaine, on lui a donné combien? Un contrat qui ressemble à Suzuki? 8 points quelques millions, oui. Pour 8 ans, hein, c'est ça? Oui. Ça, c'est un contrat comparable à celui de Jack Hughes à New Jersey. On est dans les mêmes eaux, oui. Et Nico Hischier. Et puis, on est rendu là en NHL. Moi, je trouve ça incroyable. Ouais. Jonathan, tu vas me devoir une bière. J'avais raison dans le cas de Cam Talbot, Marc-André Fleury. Donc, c'est vraiment Marc-André Fleury. Là. Nick, je te la mets au froid. Tu viens la boire quand tu veux. Hey, Jonathan, j'y repense, là. Ça va être un vin suisse, s'il te plaît. Écoute, je vais t'en amener un parce que je viens au Québec plus vite que toi, tu vas venir en Suisse. Ouais. Je vais t'en amener un pour me faire pardonner. Les bons comptes font les bons amis. Oui. Et Stéphane, je rajoute ce que tu dis. La réalité, c'est que présentement, ce que je vois dans la LNH, c'est que les équipes offrent de très longs et ce qui sont présentement des très lucratifs contrats à leurs meilleurs éléments qui sont jeunes, dans une optique où éventuellement le plafond va monter, puis il va monter quand même de façon importante parce que là, le rattrapage, on le sait, avec la COVID, les joueurs avaient demandé aux équipes de garder le plafond virtuellement à 81,5 millions, même si les revenus étaient inférieurs à ce qui est. Donc, en gros, là, pour faire court, il aurait fallu que le plafond descende parce que les revenus étaient moindres. On le sait, dans la NHL, c'est 50-50 les revenus entre les propriétaires et les joueurs. On a demandé pour pas que les équipes se retrouvent dans... C'est ça aussi, les équipes se retrouvent dans le trouble parce qu'on aurait dû honorer les contrats, mais avec un plafond moindre, on aurait dû racheter, ça aurait été un peu l'enfer. Les joueurs qui auraient été libérés auraient signé pour des... Comment tu as dit tantôt? Des peanuts? Des peanuts. Stéphane? Donc, on aurait signé pour des peanuts. Donc, on a gardé ça à 81,5 millions pendant 2 ans. Cette année, il a augmenté d'1 million. Il devrait légèrement encore augmenter l'année prochaine, mais ça pourrait aller très rapidement par la suite. Okay. Surtout que les revenus de la NHL, de la Ligue, sont en hausse. On a 2 nouveaux contrats télé qui sont très plus lucratifs et qui ont donné des cotes d'écoute incroyables en séries éliminatoires, du jamais vu dans les dernières années. Donc, la NHL, présentement, le vend dans les voiles. Donc, ça veut dire plus de revenus. Plus de revenus, il y a 50% de ça qui va aller aux joueurs. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que Stutzle, dans 7 ans, ça va être une aubaine à 8 millions. Tu as tout compris. Je crois vraiment que ça... Peut-être pas une aubaine, mais c'est ça. Puis c'est ça qu'on a fait pour Suzuki. C'est ça qu'on fait pour tous les joueurs présentement. Les joueurs d'avenir, là, bien évidemment. Pas les joueurs qui sont en fait de contrat. Donc, c'est un coup dur à prendre, mais c'est tout dire, comme je dis, le contrat, il embarque seulement l'année prochaine. Robert Thomas, c'est la même chose du côté de Saint-Louis. On a donné un contrat pareil à son coéquipier Jordan Kyrou. Donc, tout ça, dans quelques années, ça va, à mon avis, s'égaler, puis ça va être un peu l'équivalent d'un contrat de 6 millions cette année. Il y a quand même une marge, là, mais un contrat de 6 millions aujourd'hui, c'est correct. 8 millions, c'est beaucoup, mais dans quelques années, ça va être un peu moindre. Ça va sembler un peu moindre. Merci pour ton explication, Nick. On a fait un long détour. On va revenir un petit peu sur les joueurs. Je suis là pour ça, moi. Juste ça, des détours. Que ça. Aïe. On se croirait à Montréal. Que des détours, hein? Ouais. Et qu'on arrange. Je confirme. 2 derniers joueurs que je voulais parler. Nico Hischier, qui a connu la meilleure saison de sa carrière l'an dernier. Qui est resté en santé, n'a manqué que 12 matchs et là-dedans, il y avait protocole COVID aussi qui lui ont fait rater des matchs. C'est encore un jeune joueur, Nico Hischier, mais là, Steph, est-ce que tu penses que vraiment il s'est établi? C'est peut-être la saison tournante dans sa carrière qui l'amène au statut où il est, premier joueur de centre ou deuxième joueur de centre, parce que là, il y a Jack Hughes, mais un joueur de 70 points, un des meilleurs two-way center. C'est quand même ce qu'il est. C'est ça qu'on vend de lui. Hein? On a toujours dit que c'était un gars qui était très responsable défensivement, etc. Ses stats avancées étaient intéressantes, son corsi, blablabla, même s'il était dans une équipe relativement faible, New Jersey jusqu'à maintenant.
Moi, je persiste et je signe en disant que Nico Hischier, c'est un très bon joueur de hockey, mais c'est en tout cas pas, il n'y a pas la valeur d'un first overall. Je pense que first overall, c'était trop pour lui. Il est allé dans une année de draft un peu particulière. Quand on voit que Cale Makar est sorti en 4, d'ailleurs, il y en a qui ont perdu leur job dans l'organisation de New Jersey à cause de ce choix-là, ça je peux vous le dire. Mais moi, je l'adore, Nico Hischier, mais je dis, c'est pas un gars de 80-100 points dans cette ligue-là, à mon avis. S'il fait 60-70, c'est très, très bien. Mais je pense que là, c'est sa valeur, c'est sa réelle valeur. Puis je pense qu'il va être avant tout, il va être plutôt deuxième joueur de centre. Je pense que c'est Jack Hughes qui va être à court terme premier joueur de centre et le leader offensif de cette équipe-là. Donc, un peu moins de pression pour Nico Hischier. Ouais, Jack Hughes qui a connu vraiment une éclosion la saison dernière. Nick, au premier match préparatoire des Devils, Nico Hischier n'a pas terminé le match. Il est sorti sur blessure. Mais selon ce qu'on lit, c'est des crampes qu'il avait. On a pris plus une mesure préventive. Mais quoi qu'il en soit, c'est la santé, le gros point d'interrogation de Nico Hischier. S'il reste en santé, ça reste le capitaine et le joueur important de cette équipe-là. Il n'y a pas de doute, effectivement, que s'il peut demeurer en santé. Je comprends, effectivement, là, ce que Stéphane dit. Je ne suis pas en désaccord. Par contre, je pense aussi que les Devils, cette année, vont être une meilleure équipe. Et l'émergence de Jack Hughes, surveillez-le, Jack Hughes, cette année, ça devrait être la pétarade, à mon avis. On est beaucoup mieux entouré. Ouais. Et là aussi, c'est qu'en avantage numérique, Hischier va jouer avec Jack Hughes sur la première unité, avec Dougie Hamilton, qui l'année dernière a manqué beaucoup de matchs en raison d'une fracture de la mâchoire. Jasper Bratt est en hausse aussi. Donc, je ne veux pas approcher Hischier du point par match. Je vais me garder une gêne. Mais un 70, 75 points peut-être, je pense qu'il n'y a pas de doute que son développement a été retardé par les blessures, entre autres, par rapport à ce qu'on s'attendait. Il était dans une équipe ordinaire. Là. Puis dans une équipe très ordinaire, il y a eu des changements d'entraîneur. Ça n'a pas été l'idéal pour son développement. C'est un joueur qui a dû se développer un peu tout seul, contre vents et marées. Donc, là, il est jeune encore. Il est jeune. C'est ça, il est encore jeune. On oublie ça, il a 23 ans. Là. C'est ça. Puis aussi, lui, il a aussi comme mentalité qu'il doit être bon des deux côtés de la patinoire. Puis ça, c'est peut-être un peu plus long. C'est facile d'aller marquer des buts. Tu te tiens en avant, là, puis tu attends que la rondelle elle arrive. Puis, créer ça, d'être bon d'un bout à l'autre de la patinoire, c'est peut-être plus long à apprendre, puis vraiment à maîtriser. Puis là, Hischier, il en est là. Je pense que cette année, il va avoir une bonne année. Donc, moi, je reste prudent, mais comme on dit, ça ne sera jamais... Patrick Kane. Non, c'est ça. Ça ne sera jamais un Patrick Kane, ça sera jamais. Mais il peut devenir Patrice Bergeron, peut-être pas la meilleure comparaison, mais même il y a certains joueurs, même Nathan McKinnon, ça n'a pas été d'un coup, là, son explosion là, dans la NHL. Donc, gardons un petit peu de prudence, là, mais moi, je pense qu'il va connaître une très bonne saison s'il reste en santé. Il y a un bon joueur à New Jersey que je connais assez bien, c'est Dawson Mercer. Oui. Oui. Il a joué à Drummondville, il a joué à Chicoutimi dans le junior majeur. Mon fils, ça connaît aussi très bien. Dawson Mercer, là, c'est un joueur de hockey. Là. Il a fait la NHL directement l'année passée. Il est arrivé à 20 ans, ils l'ont gardé avec l'équipe. Il a eu une bonne saison. Lui, il peut jouer au centre, peut jouer à l'aile, mais lui, défensivement, c'est chier tout le monde, honnêtement. C'est le gars qui dérange, mais il a une sens d'anticipation sur la glace. Il dérange les autres équipes. Lui, il joue dans les deux sens de la patinoire. Et Dawson Mercer, à mon avis, a autant de potentiel que Nico Hischier. On verra. Intéressant. Et reste que cette équipe-là ne commence pas une reconstruction. Au contraire, là, on commence avec Ondrej Palat à aller chercher des actifs intéressants. Mais on a quand même drafté deuxième overall. Et on a drafté Simon Nemec, le défenseur slovaque, qui pourrait être un très, très bon défenseur de la NHL également. Donc, reste que l'avenir à moyen terme des Devils est très intéressant. Oui. Et là, on n'a plus le lourd contrat de Piquet Subban. Ça, il faut le dire. Ça reste, entre guillemets, un soulagement pour les Devils parce qu'il n'était plus le défenseur qu'il était avec le Canadien de Montréal. Il avait beaucoup, beaucoup ralenti. Et ça, c'est drôle parce que ça se voyait, mais j'ai entendu une entrevue de Maxime Lapierre dans un de ses podcasts. Il parlait justement de Subban lorsqu'il a pris sa retraite. Et il a dit, remarquez, la plupart des joueurs prennent du poids de corps, donc abdominaux, fessiers, cuisses. Et Piquet, on le voyait beaucoup à l'entraînement l'été. S'entraînait très fort, mais prenait beaucoup de tonus du haut du corps. Et est devenu très, très lourd. Et ça a enlevé cette rapidité qu'il avait dans son jeu avant. Mm-hmm. Donc, j'aimais cette analyse-là. Mais sur YouTube, c'est mieux le haut du corps, par contre. Oui, non, mais pour la plage. Quoi qu'il n'y a pas beaucoup de plages au New Jersey. Parce qu'avec Lindsey Vonn, elle avait des bonnes cuisses, elle était skieuse. Puis lui, il avait le haut du corps, elle avait le bas du corps.
Jonathan, tu diras pas. Écoute, je me suis déjà fait avoir avec le vin suisse, mais des plages au New Jersey, il y en a beaucoup, là, par exemple. Là. Oui, mais pas à Newark. City, là, puis tout ça. Pas à là. Newark. Dans l'État du New Jersey, oui, mais pas à Newark. Je confirme que si tu sautes dans la Hudson, là, dans le haut du New Jersey, tu nageras pas très longtemps. Tu vas te mettre à tousser assez rapidement. Mais oui, dans l'État du New Jersey, oui, il y a des belles plages. Mais je suis pas sûr que c'est là qu'il allait, lui. Bref, voilà pour les Devils du New Jersey. Dernier joueur que je voulais parler, c'est J.J. Moser, Yannis Jérôme Moser, qui a connu une bonne première année en Amérique du Nord dans les circonstances qu'on connaît parce qu'il est avec l'une des pires équipes de la Ligue nationale, une équipe qui s'en va presque nulle part. Mais il a joué finalement toute la moitié de la saison avec les Coyotes de l'Arizona. On le voyait tous jouer dans la Ligue américaine. C'est là qu'il a commencé. Il n'a joué que 18 matchs, a profité des blessures pour jouer la moitié de la saison dans la NHL. Et là, quand on voit le manque de profondeur à tous les postes du côté des Coyotes de l'Arizona, et certainement on semble l'aimer parce qu'on l'a repêché deuxième ronde au total, premier choix de leur draft. À 19 ans. Il n'avait pas 20 ans déjà? C'était son année 19-20. Sa troisième année d'éligibilité, oui. Ce qui est assez rare. J'ai l'impression que son... Bon, évidemment, il va devoir se prouver dans le camp d'entraînement, mais son ticket pour la NHL cette année est presque déjà acheté, moi, j'ai l'impression, pour Yannis Moser. Je ne sais pas pour vous, messieurs. Ben moi, je pense que c'est un défenseur fiable. C'est le gars que tu mets là, puis il ne te fait pas de gaffe. Le gars, lui, il prend zéro risque. Hein? C'est toujours le plus simple possible. Le puck arrive, il repart. Il encaisse ses mises en échec. Il joue juste. Pour un entraîneur, tu l'envoies sur la glace, puis tu n'as pas de surprise. En bien ou en mal. Je veux dire, voilà. Ici, en Suisse, il avait développé un petit côté offensif sa dernière année. Étonnamment, parce que je ne le voyais pas du tout, ce côté offensif en lui. Ben, contre vents et marées, on lui a fait confiance, puis il avait du temps aussi sur le powerplay. Je ne suis pas sûr qu'en NHL, ça va être un joueur offensif, tellement, mais c'est un défenseur fiable. Tu l'envoies sur la glace, puis tu sais ce que tu vas avoir. Donc ça, pour un entraîneur comme André Tourigny en Arizona, c'est de l'or en barre. Donc, tu dis, ce gars-là, on va travailler avec lui, etc. Facile à coacher. Moi, je suis très étonné aussi. Bon, je pense que dans d'autres équipes, il n'aurait pas pu faire le pas, mais il a été dans la bonne organisation au bon moment. Puis, comme on dit en anglais, timing is everything. Puis, le timing était bon pour lui. Je me réjouis de voir c'est quoi son upside, quel niveau il pourra atteindre Yannis Moser. Parce qu'ici, en Suisse, Nicolas, il a surpris tout le monde. À 18 ans, tout à coup, sortait de nulle part. Et puis, tout à coup, puis il s'est mis à jouer à Bienne. Puis, très limité techniquement. Tout avait l'air compliqué pour lui. Puis, tout à coup, gentiment, il s'est imposé. Puis, on y a fait confiance. Donc, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir jouer un petit peu. Ben, honnêtement, c'est ça. Je veux dire, vous allez pouvoir en parler plus que moi parce que je l'ai très peu vu. Les matchs de l'Arizona sont un peu plus difficiles à suivre, mais moins intéressant aussi. Oui, c'est plus difficile. Donc, il y a moins de passion. C'est pas l'équipe qui attire le plus au Québec non plus dans les articles, j'en suis convaincu. Non, disons qu'au bureau, on a 4 télés, puis c'est rarement un match de l'Arizona présentement qui va jouer. Non, attends, je fais une parenthèse, Nick, tu parles de ça. Premier match que j'ai commenté sur MySports de NHL. Premier match de la saison l'année dernière entre Buffalo et Arizona. Ça s'est terminé 1-0 en tir de barrage. Ta soirée était longue, hein? C'était pas le match le plus excitant que j'ai fait de ma vie. Nicolas, pour la petite histoire, Yannis Moser, dans la région d'où il vient de la région de Bienne. Hein, c'est un Suisse-Allemand dans le côté suisse-allemand de Bienne. Et puis, les journalistes locaux, en manque de vedette un peu, je dirais, ils l'appelaient la merveille. Oh! Donc, pour nous, en Amérique du Nord... Ça, c'est pas la bonne pression que tu peux mettre sur un joueur. Parce que nous, la merveille, on sait qu'il y en a juste une merveille, c'est Wayne Gretzky. Et après, c'est Dieu le Père. Et puis, voilà, donc la merveille, la merveille de Saffern. Saffern, c'est le village d'où il vient. Donc, dans la région, pour eux, c'était une merveille. Bon, on comprend un peu ce qu'il voulait dire, c'est que c'était un jeune un peu prodige, parce que personne n'attendait là, il est sorti un peu de nulle part. Et puis, parce que moi, je l'ai vu jouer quand il était novice et junior, c'était compliqué. J'aurais jamais parié sur un gars comme ça. Comme ça, des fois, on a des... Il y a des joueurs comme ça, qui... Tu sais, le hockey est un sport à développement tardif. Donc, il y a des joueurs qui... Autant il y a des joueurs de 12 ans, 13 ans qui dominent, qui vont finalement se révéler lorsqu'ils vont arriver dans le midget. Je ne sais pas comment vous appelez le midget là-bas, mais justement dans le junior. Et il y en a d'autres qui vont avoir eu une carrière correcte dans le hockey mineur et qui soudainement vont exploser, là, rendu. Parce que le hockey change.
parce que ton corps change. Moi, je le dis tout le temps, la puberté peut détruire une carrière. D'un coup, le joueur, c'est terminé. Il y a aussi l'intérêt. Hein? Il y en a que s'entraîner tous les jours, c'est pas donné. Donc... Mais bon, pour revenir à moi, honnêtement, sa contribution offensive m'a surpris l'année dernière. 15 points en 43 matchs. Oui. C'est très bon pour un joueur qui arrive. Écoute, c'est un rythme de presque 30 points. C'est très surprenant. Pour un défenseur. Pour un défenseur sur une équipe qui, justement, n'était pas très portée sur l'offensive. Ça m'a surpris. Il est à la bonne place avec André Tourigny, tu l'as dit, Stéphane, pour progresser. C'est un excellent entraîneur pour développer les jeunes. Ouais. Donc, mais là, on a fait l'acquisition de plusieurs vétérans. Je pense un peu qu'il va être sur le rôle de 6e, 7e, peut-être qu'il s'est un petit peu de temps en avantage numérique. On va voir. Je pense que le camp d'entraînement des Coyotes va nous en dire beaucoup là, sur ce qui attend Moser. À voir, messieurs, on prend quelques questions dans le chat. Ludovic qui nous demande le match de lundi entre Nashville et Berne. Est-ce que c'est un match qui fait du sens ou c'est un coup de marketing? Évidemment, c'est un match. C'est le dernier match de préparation. Oui, mais c'est le dernier match de préparation de Nashville. Quand même. Donc, on devrait avoir une équipe. Le coach va aller avec son line-up. En général, les derniers matchs hors concours, les coachs ils vont avec leur line-up, ils trouvent des combinaisons. Là. Mais à quel point les deux équipes vont pousser, sachant que Berne Moi, je pense que Berne va les laisser gagner pour leur donner confiance sur leur premier match et tout. Mais Sven Berchi va peut-être se négocier un petit contrat. Écoute, je te laisse passer. Appelle ton GM, Roman. Mais pour leur donner confiance. Non, mais bon, il est quand même. Berne est une équipe moyenne de notre championnat. Le Nashville est quand même une équipe intéressante, comme tu le disais. Mais moi, je pense que Nashville va avoir à cœur de jouer un bon match. Le dernier match avant de commencer, là. C'est pas une switch on and off. Là. Tu peux pas dire, OK, lundi, petit match tranquille, petit scrimmage contre Berne, puis vendredi, on tourne la switch à on. Évidemment, les gars veulent pas se blesser, mais je pense qu'on va quand même, le coach va quand même essayer ses combinaisons qui seront peut-être les combinaisons du début de saison. Mais la saison de Berne a combien de matchs de jouer? 6. 6. Donc, déjà, on est déjà en meilleure forme que ce que les Predators vont être. Donc, bon, il y a un petit avantage de ce côté-là. Pour le reste, est-ce que c'est un coup de marketing? Oui, absolument. Évidemment, pour la NHL, c'est sûr. C'est pour la NHL, pour le hockey suisse aussi. Mais oui, c'est le type de match. C'est pas grave si une équipe, si les Predators finalement gagnent 6-2 ou 7-3 ou peu importe. C'est pas grave. On a une belle expérience avec une équipe de la NHL qui se pointe dans ta grange aussi, dans ton barn, qui se pointe chez vous pour affronter ton équipe locale. C'est génial. Moi, personnellement, j'adore ça. D'ailleurs, c'est pour ça que tu sais, Jonathan, à quel point je suis un fan de la Coupe Spengler, parce que justement, l'équipe Canada se pointe une équipe grand fan outre-Suisse, outre-Atlantique de la Coupe Spengler, Nicolas Ducharme avec vous. C'est moi. Moi, je l'ai arbitré. Je peux t'en parler, je l'ai arbitré 3 fois la Coupe Spengler. Puis une année, j'avais arbitré 3 fois le Team Canada. L'année du lockout. Ça, c'était bon. Magnifique. Mais Nick, il faut un jour que tu viennes voir de tes yeux la cathédrale. La patinoire à Davos, c'est un charme. C'est magnifique. C'est beau, mais c'est pas très luxueux. Là. Nicolas, je veux quand même te remettre tes expectations un peu descendre. Là. C'est pas très luxueux. Stéphane, j'ai fait les premières années de ma carrière de journaliste au Colisée de Trois-Rivières, construit en 1938. Il n'y a rien que ça tu peux te présenter que je vais faire. Ça fait pitié. La Valachia-Ambry t'aurait surpris parce que moi aussi, j'ai joué au Colisée. La Valachia-Ambry, c'était une autre histoire aussi, une autre époque. Moi, j'ai arbitré là, c'est beau. Oui, bon. Tu me confirmes, là? En plus, la glace n'est pas de la bonne grandeur. C'est ça. Mais Nick, moi, j'ai une demande pour toi et probablement de toute la population suisse. Si un jour tu parles à Gary Bettman, il faudrait un vrai match, 2 clubs de NHL en Suisse, là, comme ils vont faire en Tchéquie là, cette année, c'est à Prague, si je ne me trompe pas, d'avoir un début de saison avec Zurich. 2 vrais matchs. Oui, 2 vrais matchs avec Zurich qui a sa nouvelle patinoire qui inaugure cette saison, avec la Vaudoise Arena qui est une patinoire professionnelle, Fribourg avec la BCF Arena. Voilà, il y a tellement des belles patinoires maintenant en Suisse aussi que ce serait hyper intéressant d'avoir un vrai match de NHL, 2 clubs de NHL qui s'affrontent avec l'enjeu qu'on connaît du début de saison. Donc ça, un jour, on se croise les doigts pour que ce soit... Je suis pas dans les négociations, je suis pas dans le secret des dieux, mais... Il est pas dans tes contacts, Gary? C'est pas le premier dans tes contacts, non? J'ai pas discuté avec lui récemment, là, mais non, mais ça serait pas étonnant. Je vois pas pourquoi ça doit être dans la planification sur quelques années de la Ligue, parce qu'on est allé en Suède, on est allé en Finlande, on est allé en Allemagne, la France, ça se jase un petit peu. La tournée des médias cette année, elle était en France.
je veux dire, là, on tourne pas mal autour de la Suisse. Là. Donc, Ouais. vous avez les arénas maintenant, vous avez les compétences, vous avez pour organiser. Il y a un match cette année, tu l'as dit, on est à Berne. Donc, je veux dire, soyez pas surpris si ça arrive dans les prochaines années. Un petit Nashville, New Jersey, là, ça serait pas mal du tout. Par exemple. C'est sûr qu'en plus, si tu mets une vedette locale, là, c'est assez spectaculaire. C'est ce qui est arrivé quand les Oilers sont allés en Allemagne. Draisaitl était là, c'était la folie Draisaitl. Donc, j'imagine que ça va être la folie Yuzi cette semaine. Là. Certainement. La semaine prochaine, plutôt. Il y a Ludovic qui nous demande également... là, j'ai perdu sa question. Voilà. J'avais beaucoup aimé le passage de Charles Hudon avec le LHC quand il avait fait une saison à Lausanne. Pouvez-vous nous donner des nouvelles à son sujet? Est-ce qu'il peut jouer en NHL? Est-ce qu'il peut espérer jouer en NHL ou si c'est encore la AHL? Dans son cas, il a signé un contrat d'ailleurs avec l'Avalanche du Colorado. Surprenant. Ouais. Mais est-ce qu'il a vraiment des chances de faire partie de cette équipe? Je pense que c'est vraiment une ressource supplémentaire là, chez l'Avalanche. Je pense qu'il va jouer avec le club école là, dans la Ligue américaine de hockey. Charles Hudon, pour avoir couvert certains matchs, c'est le type de joueur qui n'a pas les habiletés suffisantes pour jouer en NHL de manière régulière, mais c'est un joueur du niveau inférieur, là, tout simplement. Là. Il est pris un peu entre l'arbre et l'écorce, peut dominer dans la Ligue américaine, mais pas assez bon pour la NHL, pas assez bon pour le jeu de la NHL. Je ne sais pas ce qui s'en vient dans la carrière de Charles Hudon, mais une carrière européenne, c'est un joueur que je trouve un peu taillé pour le hockey européen, taillé pour le hockey suisse. Il était dominant là-bas. Est-ce que ça va être en Finlande? Est-ce que c'est en Suisse? Est-ce que c'est en Suède? Je ne sais pas. Mais je pense que vous allez le revoir de votre côté de l'océan là, avant longtemps. Là. Il a 28 ans, donc pour avoir un 4-5 ans là, de fin de carrière, très intéressant là, de votre côté. Là. On a parlé de Dennis Malgin et de son pas en arrière pour peut-être en faire un devant. Il y a un joueur également à Zurich, c'est Alexandre Texier, qui est un centre des Blue Jackets de Columbus, qui va passer la saison à Zurich. Là, évidemment, il est blessé. Ça a commencé bien mal, sa saison. Ouais. Il s'est blessé dès le premier match de la saison. Mais il était déjà blessé. Hein? Il y avait déjà un problème au poignet qui datait de la saison passée. Parce qu'au championnat du monde, il y avait déjà ce poignet gauche qui était en délicatesse avec. Et puis, le premier match, il y a une petite charge dans le dos, une poussette dans le dos. Et puis, il s'est tourné ce poignet-là, malheureusement pour lui. Et, on nous demande, est-ce que le passage de Texier à Zurich va lui permettre de retourner en NHL? Je pense que ça ne fait aucun doute. C'est un joueur de NHL. C'est des raisons personnelles qui l'ont poussé à rester en Europe cette saison, mais les Blue Jackets le voulaient à la base à Columbus. C'est pas que le gars est pas assez fort pour la NHL ou qu'il est un entre-deux. C'est un joueur établi, Alexandre Texier. Oui, ben c'est ça. Écoutez, je veux pas parler de sa situation. Je sais qu'il y a eu un deuil dans sa famille. Ça a été très difficile mentalement. Si je me trompe pas, c'est placé sur le programme d'aide des joueurs de la NHL. Ouais. Là, c'est pas. Je sais qu'il y a une panoplie de choses qui peuvent être de dépendance. Je sais pas ça dans le cas de Texier. Des fois, la vie, là, c'est pas facile. Puis je pense que pour tout le monde, au travail, on a besoin d'une pause. Donc, aller en Europe, c'est peut-être ce qu'il lui faut présentement, être plus proche de la famille, être plus proche, jouer du hockey différent. Donc, il ne sera pas avec les Blue Jackets cette année. L'année prochaine, est-ce qu'il va retourner à la NHL? Je ne sais pas. Son contrat se termine cette année. Ça sera à voir. Je ne peux pas parler exactement là, de ce qui s'en vient dans la carrière de Texier. Ce qui est sûr, c'est que c'est dommage parce que c'est un joueur qui avait eu des beaux flashs. C'est un joueur qui était très intéressant à voir avec Columbus. J'espère qu'on va le réaccueillir les bras ouverts parce que c'est un bon joueur. C'est un joueur qui est. En plus, c'est un Français. Des Français sont pas. Il n'y en a pas beaucoup là, dans la NHL. Donc, c'était le fun pour nous, surtout là, LNH.com, d'avoir un joueur comme Texier. Donc, je lui souhaite le meilleur. C'est vraiment ce que je peux souhaiter à Alex Texier là, pour la prochaine saison. Dernière question avant-dernière question, en fait, qu'on va prendre. Et elle est un peu. Bon, on se mettra pas les pieds dans les plats aujourd'hui, mais je sais pas la vie en Amérique du Nord, de la guerre en Ukraine en ce moment, comment ça se passe. J'ai pas lu beaucoup la Ligue nationale. Est-ce qu'ils s'inquiètent envers les joueurs russes? Mais Ludovic nous demande, est-ce que vous craignez qu'avec la guerre en Ukraine, les joueurs russes et bélarusses
et biélorusse soient exclus de la NHL à moyen terme au vu des annonces des gouvernements canadiens et américains. Je sais pas, Nick, en NHL, est-ce qu'on s'inquiète vraiment de ça? Parce que les gars ont des visas pour jouer. Là. C'est pas, je pense pas que c'est la chasse aux sorcières en ce moment là, non plus. Là. Je pense que la Ligue a émis certains communiqués pour condamner justement l'invasion là, en Ukraine de la part de la Russie. Mais les joueurs sont ici. Les joueurs qui sont ici sont traités de la même manière que tous les joueurs. Il n'y a pas vraiment eu de cas qui peuvent être problématiques. Je pense qu'il y a une ligne qui a été faite entre les actes du pays, qu'est la Russie, puis les individus qui sont les joueurs de hockey, qui vivent en Amérique du Nord là, en plus. Là, donc, mais bon, si je pouvais prédire la situation politique à venir à travers la planète, je serais politicien, là, je serais pas dans le hockey. Donc, c'est pas mal ça, je peux dire là, sur la situation. Dernière question, Yavla dit, et ça va nous mener à notre dernier sujet parce que je voulais qu'on parle des équipes peut-être qui nous ont le plus impressionnés cet été ou qui se sont le plus améliorées. Je veux qu'on nomme chacun une équipe. Et Yavla dit qui nous demande pourquoi le Colorado a laissé partir Nazem Kadri. C'est la question que je me pose, question monétaire, plafond salarial. Moi, Nick, ce que j'avais entendu, je ne me trompe pas là-dessus. C'est parce qu'il fallait donner 12,6 millions à Nathan MacKinnon l'année prochaine. Voilà. Donc, c'est pourquoi Kadri... C'est pas plus compliqué que ça. Là. Nathan MacKinnon touchait 6,3, va toucher 6,3 millions cette année. L'année prochaine, 12,6, c'est double. Donc, Kadri a signé pourquoi 7 millions, je pense, du côté de Calgary. Fait que c'était presque le double, là, le salaire de MacKinnon. C'est purement financier comme décision. On espère qu'on a à l'interne un joueur qui est capable de prendre la relève, qui va être capable de remplacer Kadri. Et je le dis, je regarde l'équipe de l'Avalanche cette année et je trouve pas que c'est une équipe qui est aussi dominante que l'année dernière. C'est pas aussi solide là, comme équipe. Là. Mais pourquoi cette question-là m'amenait sur le sujet des équipes les plus améliorées? Gilles Crachoir, je suis l'animateur ce soir, messieurs. Je vais dire ma première équipe. Et c'est pas nécessairement celle qui s'est le plus améliorée, mais celle qui m'a le plus surprise par comment ils se sont relevés de 2 durs coups. Et c'est les Flames de Calgary. Après avoir perdu Johnny Gaudreau, après avoir eu un Matthew Tkachuk qui voulait absolument partir du Colorado, on fait un échange monstre avec les Panthers de la Floride pour aller chercher Jonathan Huberdeau qu'on réussit à signer, Mackenzie Weegar qui est un très bon défenseur dans la Ligue nationale, et en plus on signe Nazem Kadri. Pour moi, en date d'aujourd'hui, les Flames de Calgary sont une meilleure équipe malgré le fait qu'on a perdu les 2 vedettes de l'équipe cet été. Il n'y a pas de doute. Ils sont meilleurs, on a retroussé nos manches à Calgary. On a dit, si on est pour se faire avoir, parce que Tkachuk a dit, je ne re-signe pas là. Son contrat prenait terme. Dans le fond, lui, ce qu'il a dit, c'est je signe un contrat d'1 an ou rien. Donc, faites votre décision parce qu'il était joueur autonome. Donc, ça voulait dire qu'ils auraient tout perdu l'année prochaine. C'est ça, ils auraient tout perdu. Il était joueur autonome avec compensation cette année, avec droit à l'arbitrage. Donc, il aurait juste pris le contrat d'arbitrage de cette année et ensuite serait parti comme joueur autonome sans compensation ailleurs. Donc, on allait le perdre. On a réussi à le monnayer contre le 2e meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey l'année dernière. Hey, c'est bien, c'est bien. On a réussi à signer ce joueur-là pour les 8 prochaines années. Ça, c'est surprenant d'ailleurs. Très surprenant pour moi. Écoute, ce qui est sorti, c'est que Jonathan Huberdeau était tellement en... Puis là, je ne dirais pas le mot, mais c'est un mot qui est québécois, puis vous nous entendez le dire assez souvent, merci. Il était tellement en furie, je vais utiliser ce terme-là, de ce qui s'est passé chez les Panthers, qu'il a dit aux Flames, moi, je suis ici. Tu sais, il est en mission. Il est en mission, puis il a décidé de signer un contrat à long terme chez les Flames, qui sont une bonne équipe, qui est une équipe qui est solide, qui est une équipe qui va être bonne pour longtemps, qui a un bon premier trio, qui a été chercher Kadri en plus. Kadri n'était pas encore là, mais on a réussi à aller le chercher. On a Markstrom devant les filets. On a une bonne défensive, améliorée avec Weegar. Pas de doute, Calgary cette année. Moi, je les ai en finale de la Coupe cette année, pour vous donner. C'est ma prédiction. Les en finale, donc ça veut dire qu'Edmonton, ça va faire patate encore? Ben, une bonne bataille de l'Alberta, là, ça serait intéressant. Encore une fois. Là. Les Oilers qui... Steph. Il manque un petit quelque chose. Moi, je sais pas. Moi, honnêtement, j'étais sarcastique avec Toronto tout à l'heure, mais je trouve que c'est une équipe... Moi, j'aime bien voir jouer Maple Leafs de Toronto. Moi, j'aime bien le côté spectacle. Quand tu vois Matthews, Marner est incroyable. Là. C'est un joueur spectaculaire. Un sens du jeu, il fait des jeux. Tavares, c'est un peu moins spectaculaire, mais efficace. Moi, honnêtement, je suis sarcastique. J'étais dur avec eux tantôt, évidemment, mais je souhaite que les Toronto, une fois ou l'autre, fassent un bout de chemin. Le bout de chemin qu'ils méritent, là, parce que franchement, ils n'ont pas eu de chance cette année, tu le disais. Je trouve que contre les Canadiens, on s'entend que si tu ne perds pas Tavares en partant, il y a 2 ans, qu'ils sont fait éliminer par les Canadiens. S'ils ne perdent pas Tavares en partant en première ronde,
Peut-être que ça. Puis le Canadien a été chanceux comme des bossus, on s'entend. Là. L'année d'après. Non, mais sérieusement. Merci, Alex. Hein? Merci, Alex Galchenyuk aussi. Voilà, hein, Galchenyuk qui fait un beau cadeau là, à Cole Caulfield dans, je sais pas, ce 5e match. Là. Donc, on dit. La loi de la moyenne voudrait quand même qu'il fasse un petit bout cette année là, en playoff, qu'il aille un petit peu loin, parce que t'as un gars comme Matthews qui fait un spectacle à tous les matchs. Pour moi, c'est le même niveau que McDavid et tout. J'espère pour eux que le pari, puis le pauvre jeune GM qui est sous pression, je ne sais pas comment il fait pour dormir la nuit à Toronto, là, tout ce qu'il entend sur lui et tout. C'est un marché tellement compliqué. Puis je me dis, bon, les fans aussi, là, c'est sûr qu'il y a une rivalité avec Montréal, mais je pense que les gens, ils méritent, pour leur fidélité, parce qu'à Toronto, on s'entend que c'est un sacré marché de hockey, là. Pour leur fidélité, je leur souhaite un petit bout en playoff, qu'on arrête de se moquer d'eux, et moi le premier. Ouais. Nick, ton équipe la plus améliorée ou celle que tu t'attends au plus cette saison? Ben, je pense que les Blue Jackets de Columbus, en mettant sous contrat Johnny Gaudreau, la donne vient de changer parce que Columbus a un marché où les joueurs se sauvaient. On se souvient, Artemi Panarin, on y a offert la Lune, puis lui, ce qu'il voulait pour rester, c'était les anneaux de Saturne. À un moment donné, tu perds tellement de joueurs, il y a une aura sombre qui vient autour de l'équipe. Personne ne veut signer là. Columbus, je parlais de Nashville. Columbus, un peu moins party town, hein, un peu moins distrayant. Un peu moins comme sexy, ville, ouais. C'est ça. Donc, c'est pas un marché que les joueurs veulent sauter dessus. Mais là, que tu aies un joueur comme Johnny Gaudreau qui fait « Moi, je vais m'engager pour longtemps avec cette équipe-là. » Ça a changé la donne. Puis, c'est peut-être pas de leur faute parce qu'au final, Gaudreau, on a signé Rick Godbranson, puis Gaudreau a appelé, parce qu'il y avait d'autres équipes qui voulaient Gaudreau. Les Flames voulaient garder Gaudreau. Il y avait des équipes dans l'Est qui voulaient Gaudreau, mais finalement, bon, c'était les Blue Jackets. Donc, Gaudreau qui signe là. Patrick Laney qui arrive au camp motivé. Donc là, tu as motivé Patrick Laney, ce qui a tout le temps été peut-être un peu un défi. Il y a des jeunes joueurs qui s'en viennent dans cette équipe-là. Si cette équipe-là peut se relever, je ne sais pas. Je les ai quand même en dehors des séries éliminatoires, mais on est rendu avec 3 bons trios. Donc, juste de signer Gaudreau, ça change toute la dynamique autour de cette équipe-là. Puis, peut-être que le futur est beaucoup plus intéressant avec les Kent Johnson qui s'en vient, Cole Sillinger aussi, Kirill Marchenko. On pourrait avoir un trio de jeunes hyper prometteurs à Columbus. Ça va être à suivre. Qui sait si Elvis qui a joué par Elvis, ben oui, t'es développé à Suisse. Ben oui, à Lugano. C'est ça, là. Donc, si Elvis livre la marchandise en plus, peut-être qu'on va rester. On va jouer du hockey de printemps là, du côté de Columbus. Parce qu'Elvis, moi, je vais quand même faire une parenthèse. Je discute avec pas mal de monde, hein, c'est un peu mon job. Et puis quelqu'un m'a dit, écoute, cette année en Suisse, on a passé à 6 étrangers, Nicolas. Je pense que tu es au courant. Okay. Et puis il y a des équipes qui ont engagé. Il y a 5 équipes qui ont des gardiens étrangers. Puis je pense qu'on s'en va vers plus de gardiens étrangers dans les prochaines années. Puis il y en a un qui m'a dit, écoute, Steph, si on avait eu, à l'époque où Merzlikins avait 20 ans puis il jouait à Lugano, qui était premier gardien. Si on avait eu droit à 6 étrangers à ce moment-là, probablement que Lugano aurait engagé un gardien étranger, puis Merzlikins serait peut-être encore deuxième gardien à Lugano, puis n'aurait jamais eu les chances qu'il a eues. Puis aujourd'hui, il joue peut-être en NHL parce que justement, il a eu la chance de jouer à 20 ans qu'il n'aurait probablement jamais eu dans la réalité actuelle. Ça, j'en ai parlé dans ma chronique cette semaine. Les jeunes gardiens en Suisse avec les 6 étrangers, ça va être très, très compliqué. Là. Des healers qui sont sortis, et puis Berra qui sont allés en Amérique, etc. Ça va être très compliqué de sortir des gardiens maintenant parce que ils n'auront pas la chance. Ils n'auront pas la chance d'avoir un premier rôle dans leur équipe. Ça, c'est une XM parenthèse. Je ne sais pas si tu en as parlé dans ta chronique, mais je pense que dans le hockey junior canadien, si je ne me trompe pas, on n'a plus le droit des gardiens étrangers. Justement, pour protéger notre marché. C'est ça, pour protéger le marché. Oui, parce que je faisais la liste des gardiens canadiens là, en vue d'une prochaine Coupe du Monde ou olympique, puis c'est plus la pépinière que c'était. On est loin de Brodeur, Roy, Fleury et Price et compagnie. La French Connection. C'est ça. Puis même il y en a eu des bons du côté anglophone aussi, là, mais là, présentement, là, c'est beaucoup moins reluisant. Là. C'est des gardiens qui sont pas des numéros 2, mais pas de l'élite de la LNH. Donc, je comprends bien ton argument, Stéphane. Ken Johnson, d'ailleurs, tu parlais de Ken Johnson à Columbus pour terminer avec ça. On l'a vu d'ailleurs au championnat du monde junior. Nous, on le commentait sur MySports. J'ai commenté la finale. Et quel joueur il sera. Il a des habiletés incroyables, Ken Johnson. Nick, tu nous as dit que pour toi, Calgary, tu les avais mis en finale de la Coupe Stanley. Contre qui? J'ai les Hurricanes de Caroline en finale et gagnant de la Coupe Stanley.
Parfait. D'ailleurs, Nick, on peut sûrement entendre tes pronostics sur la tasse de café, ton balado? Ça s'en vient. Là, on enregistre le balado lundi, notre balado de début de saison. Par contre, s'il y en a qui font justement du hockey manager de votre côté, on a un balado qui est sorti il y a 2 semaines qui va de toutes nos prédictions de l'année, les joueurs à cibler, les joueurs à éviter, les recrues. Donc, on parle de tout ça. Un gros 2 heures. Là, on l'a échappé, là, mais un gros 2 heures pour aider les gens là, qui... bon, de ce côté-ci, on appelle ça des pools de hockey. Pool de donc, hockey, côté, c'est là, hockey manager. Ouais, ici, ça commence, ça fait quelques le années. draft? On fait un draft, Ouais. mais le nom, le plus gros pool connu, c'est Hockey Manager là, sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a beaucoup qui s'amusent avec ça. C'est drôle, parce que je le vois dans les statistiques d'écoute, justement, puis la différence entre nos balados généraux, par exemple, puis nos balados de managers, de poolers et tout ça, il y a une très, très grosse différence au niveau de l'écoute en Europe par rapport à ce côté-ci au Canada et même aux États-Unis. Mais les pools de hockey, ça fait longtemps. Moi, j'étais jeune, j'étais ado, les gars, vous n'étiez pas au monde encore. Et puis, il y avait des pools de hockey. On avait à l'école secondaire. Moi, ça date, là. Les pools de hockey, c'est vieux, mais ici, ça commence un peu. Là, ça commence. Bon. Ça commence, je dirais, ça a peut-être 5 ans, je ne sais pas. Mais on en entend de plus en plus parler où les gens... Parce que c'est un jeu, hein, c'est des jeux, c'est sympa. Les gens se prennent au jeu, peuvent faire des échanges, etc. C'est super sympa. Là, et les gens aiment bien voir un peu leur performance. Puis il y a même des gars qui gagnent Hockey Manager puis qui appliquent pour venir scout dans les équipes professionnelles là, chez nous. Oui, c'est ça. J'ai vu au football, là, c'est beaucoup comme ça. J'ai vu quelques cas là, où ça s'est fait. Là. Voilà, tu gagnes le concours Hockey Manager qui est un jeu, on s'entend, c'est un jeu de prédiction. Là. C'est vraiment un jeu. Puis voilà, il y en a qui se prennent vraiment au jeu après. Ah oui, c'est sérieux. C'est très sérieux. Ah oui, c'est sérieux. Ah, c'est sérieux. Il y en a que c'est des poules à coût de centaines et milliers de dollars. Là. Ah ouais. Ben, je suis pas là mentalement. Non, pas. Mais je le rappelle, donc la tasse de café sur toutes les plateformes de streaming à écouter pour entendre Nicolas avec ses collègues d'LNH.com. C'est quoi? C'est un balado par 2 semaines, là, par si 2 je semaines, me trompe pas. Exactement. Donc voilà, merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous pour cette heure et demie à parler NHL. On va évidemment se reparler plus tard dans la saison également pour avoir un peu le pouls là, de l'Amérique du Nord, du Québec sur cette saison de NHL. Steph, merci également d'avoir été avec nous. Toi aussi, on se retrouve premièrement ce week-end pour les studios, lundi à Berne. Mercredi pour la Champions Hockey League. On travaille ensemble pas mal. On va tout faire, ça, Stéphane. C'est impressionnant. Partout. Moi, quand on me demande, je viens. Pas de problème. Je suis toujours dispo. Merci également à tous de nous avoir suivis et de nous avoir posé vos questions. Je le rappelle, YouTube, Facebook, Apple Podcasts, SoundCloud et Spotify pour revoir ou réécouter cette émission. Et on se dit à dans quelques semaines pour un nouvel Overtime NHL. Bye bye. Bye bye. Au revoir.